Bonjour, merci de rester scotché sur 2NTV. Une fois de plus, cette émission dominicale Canal Presse qui revient sur les grands faits d'actualité de la semaine. Cette semaine encore, deux actualités ont donc retenu notre attention après le passage à Douala du directeur général des impôts du côté de JICAM. On savait que la tension entre les deux entités ou alors les deux personnalités était tendue. Après ce passage, pourrons-nous donc parler d'une situation qui a connu beaucoup d'évolutions entre les deux tendances. Toujours est-il que le directeur général des impôts, à travers les recettes des impôts de cette année, a battu le record dans la collecte, environ 2 milliards 652 millions de francs CFA récoltés, un record qu'on pourra mettre à son actif. Est-ce que la situation fiscale au Cameroun, la situation également de la justice sont des éléments nécessaires pour pouvoir permettre des bonnes affaires au Cameroun? On essaiera également de voir un peu en profondeur. À suivre du football, notamment la Fédération camerounaise de football, qui était encore en selle cette semaine, un match amical qui a connu la défaite des Lions indomptables au moment où la Fédération camerounaise de football cherche encore un équipementier pour aller du côté du Qatar. Est-ce que la recherche ou alors les querelles autour de l'équipementier pourront plomber la préparation des Lions indomptables à la prochaine Coupe du Monde Qatar? Madame, Monsieur, merci de rester scotché. Nous sommes avec vous pour environ 2 heures de temps. Bienvenue à toutes et à tous. Merci, vous l'avez bien suivi, c'était bel et bien 2000 milliards 652 millions de francs CFA, c'est donc recette de la direction générale des impôts. Des spécialistes sont conviés autour de cette table pour débattre de cette actualité. Des hommes politiques et universitaires nous font l'honneur de venir à ce débat dominical. Hommes de droit, homme politique également, président de Reform Party, c'est bien sûr Signor Barissa Agbor Achou qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour, bienvenue. Bonjour Ouba, bonjour grand frère Emmanuel, bonjour Missom. J'ai oublié ce nom. Oui. Bon. En tout cas, il reçoit bonjour. votre bonjour. Aux chers téléspectateurs de Canal 2, bon, ça fait presque plus de 6 mois Oui. que je ne suis pas passé. J'espère qu'on aura des futurs débats aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on vous accueille sur cette actualité du côté du Nozo, avec des soldats mis aux arrêts par le président de la République suite à une bavure dans le nord-ouest. C'est une nouvelle. Comment est-ce que vous l'avez accueilli? Ouais, moi, je ne cesse de dire que vraiment, ça ne sert à rien de soutenir des comportements en marge de la loi. Lorsque des éléments qu'on envoie pour défendre la vie et les biens se transforment en bourreau, vraiment, c'est vraiment salutaire que le gouvernement sévisse, n'est-ce pas, qu'on frappe du poing sur la table. Aucun chef d'État ne peut donner de l'ordre aux troupes d'aller massacrer les populations. Moi, je le dis tout le temps, les gens disent, il ne soutient pas les forces armées. Non, mais soutenir les forces armées ne veut pas dire soutenir les mauvais éléments. Dans tous les corps de métier, il y a des gens qui agissent en marge de la loi. Et voilà un exemple pour montrer que la hiérarchie gouvernementale ne soutient pas ce genre de comportement. Bon, pour moi, vraiment, je suis content que cela se passe ainsi, parce que vraiment, c'est une situation déplorable. J'en ai parlé un jour à un procureur général, et il était surpris, il ne me croyait pas. J'ai dit, mais c'est des situations que nous vivons. Et voilà. Le gouvernement confirme donc que ce que nous, on voit est vrai et réel. Donc il faut qu'on sévisse davantage, qu'on mette, n'est-ce pas, les éléments des forces armées au pas.
faut qu'on les mette au pas. C'est, en tout cas, la règle d'or dans l'armée, c'est la discipline. La discipline doit rester de règle. Il ne faut pas permettre, n'est-ce pas, des cas de conduite. Merci, Signor Barrister Agbor Achou, deuxième invité, un homme politique également multidimensionnel. Il représente le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, membre titulaire du comité central de ce parti. Hervé Emmanuel Combe, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour à tous les panélistes et bonjour aux millions de téléspectateurs de Canal Presse International. Alors, vous semblez ne pas partager tout à l'heure l'avis de Barrister Achou sur la question dans le NOZO qui semble dire que c'est la preuve par 9 qu'effectivement il y a des exactions dans cette partie du pays de nos forces de maintien de l'ordre. Non, je ne peux pas être d'accord avec M. Achou pour la simple et unique raison que si sur le principe nous sommes d'accord qu'une armée républicaine n'est pas une armée contre la propre population, mais il ne peut pas parler de quelque chose qui est exceptionnel, une situation rare pour généraliser. Enfin, je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que cet incident qui a eu lieu avec les 3 éléments de l'armée qui sont sortis des règles de la discipline de l'armée, que ce serait ça la preuve que c'est comme ça que ça se passe. Non, c'est pas exact. L'armée camerounaise dans le NOZO n'est pas une armée d'occupation. C'est une armée qui est dans une situation sécuritaire très tendue. Et lorsque vous connaissez les affaires militaires, vous prenez le recul avec ce genre d'incident. Parce qu'en fait, ce qui est généralisé, c'est ce que les terroristes tuent tous les jours, s'attaquent aux populations. Ce qui est exceptionnel, c'est que malheureusement, 3 éléments qui venaient de sortir de Koutaba étaient sous pression et ont commis l'impair sur des compatriotes qui étaient dans cette région. C'est quelque chose qui est inacceptable. Et d'ailleurs, moi, je dirais que c'est la preuve que l'État veille à l'application des règles de discipline et du respect des procédures, même dans cette situation sécuritaire. Là, oui. Mais si il dit que lui, c'est la preuve que c'est comme ça que ça se passe, là, non. Mais ce n'est pas une surprise que Maître et moi ne sommes pas d'accord. Même sur le principe, on veut une armée républicaine. Merci à vous également pour votre présence sur ce plateau. Le 3e invité, c'est un universitaire spécialiste de questions de droit public, Dr Luzon et Somba. Bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba Ngomla, bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs, c'est un plaisir d'être là. Permettez-moi de saluer César Longré et les autres copanélistes avec lesquels nous allons écumer sur des sujets aussi importants que ceux que vous avez placés en débat aujourd'hui. Merci à vous. Vous êtes universitaire. L'université est dans le noir. Depuis pratiquement 2 semaines, on se pose la question de savoir comment vous faites pour dispenser le savoir aux étudiants nuitamment. Non, nous sommes encore en phase de préinscription. Les cours, proprement dit, commencent le 5 octobre. Donc pour le moment, nous sommes dans une phase cruciale qui consiste justement à accueillir des nouveaux étudiants titulaires du bac qui viennent s'inscrire. Mais malheureusement, ils viennent dans un contexte de noir, parce que l'université est dans le noir depuis 2 semaines. Tout cela est parti d'une... Eneo a servi à l'université une facture d'environ 1,588 milliard et poussière. Et bien évidemment, à la suite de cette facturation, Eneo a donné 3 jours de préavis, 2 à 3 jours de préavis à l'université de s'acquitter de cette faramineuse somme. Et je pense que c'est à la suite de cela que 3 jours plus tard, effectivement, ils ont mis en exécution la décision leur menace. Et voilà comment depuis 2 semaines nous sommes dans le noir. Mais je dois vous avouer que c'est une situation assez regrettable. Parce que l'université est un établissement public administratif, c'est-à-dire c'est un démembrement de l'État qui assure une activité, si vous voulez, une mission spéciale de service public de l'enseignement. Et à partir de là, quel que soit le cas, puisque la somme est même contestée, puisqu'elle part justement depuis la conception de l'université comme centre universitaire de Douala, avant la très grande réforme de 1993, qui a transformé le centre à Université de Douala. Et c'est depuis ce temps-là que ces factures courent, parce que je me rappelle même quand, bien même j'étais étudiant, sous le professeur Bruno Bécolébé, les questions justement de facturation des NEO ou de ARSonnel à l'époque se posaient déjà avec acuité. Mais il faut dire que de 2020 à 2022, l'État, l'Université de Douala a débloqué plus de 840 millions de déversés à ARSonnel. Et l'autre jour, le recteur, le professeur Magloire Ondoa, a tenu une réunion avec les différents chefs d'établissement et
les membres d'Eneo, justement, et à l'issue de cette réunion, il est convenu justement de transférer 240 millions à Eneo. Mais où le bas blesse Bouba Ngom là, et ce qui fait mal, c'est simplement que la coupure abusive fait tomber justement Eneo sur le coup de l'article 262 du Code pénal, qui voudrait qu'on ne peut pas couper de manière aussi abusive l'électricité et donner un préavis de 2 à 3 jours. Or, le texte est clair, l'article 262 est clair, le préavis est de 7 jours. Donc, je pense que Eneo tombe là sous le coup d'une responsabilité contractuelle et délictuelle. Donc, si le professeur Magloire doit être un va-t-en-guerre, ce qui est évident, c'est qu'on peut attaquer la responsabilité contractuelle et civile d'Eneo. Mais je voudrais dire, pour finir, Bouba Ngom là, que les institutions comme l'ARCEL, l'Agence de régulation du secteur économique et électrique, et le ministère de l'eau et de l'énergie n'ont pas aidé l'université de Douala. Parce qu'à la suite d'une telle coupure, ces institutions auraient pu monter en branle pour essayer d'attirer l'attention à ces concessionnaires. C'est quand même l'État qui délègue à un SONEL la concession, c'est-à-dire que l'utilisation et la distribution de l'énergie. Et dans un contexte comme le nôtre, je dis bien que si le recteur avait été un va-t-en-guerre, ce qu'on attaquerait Eneo devant les instances judiciaires. Alors, docteur Luison, les coupures par Eneo sont légion dans tous les foyers. Au Cameroun, on va dire que plusieurs ménages sont victimes de ces coupures. Jamais cet article n'a été... de ces coupures par Eneo. Mais maintenant, cet article n'a pas été nulle part, jamais évoqué. Mais la question fondamentale que moi, je m'en vais vous poser... 1 milliard environ, quelques francs CFA, on dit c'est une accumulation de factures qui datent depuis des lustres. Comment comprendre que des managers qui étaient aux affaires, et depuis ce temps-là, n'ont pas pu résoudre ce problème pour que cette facture soit accumulée à environ 1 milliard, autrement dit, sauf si l'université est devenue une grosse industrie pour consommer autant de courant. La question que vous posez est tout à fait pertinente. Et je dois vous dire, où le bas blesse, c'est simplement que les gens font asseoir cette dette sur la tête du nouveau recteur qui est là depuis pratiquement 2 ans. Or, ils ignorent que, comme vous l'avez si bien dit, c'est une accumulation de dettes. Et je pense, je voulais dire au prologue de mon propos, que le professeur Magloire, dès qu'il est arrivé, il a versé une somme de 840 millions à SONEL. Et à la suite de cette coupure intempestive, il est en voie de reverser 240 millions. Donc, c'est pour dire que c'est une accumulation qui est partie depuis les précédents recteurs. Ce n'est pas du fait du recteur en place. Et je pense que dans la logique qui est la nôtre, c'est-à-dire que celle de l'université, c'est de tout faire pour que la rentrée se passe dans de bonnes conditions et que le service public reprenne de bons droits. Ok, merci. Peut-être Emmanuel, comme vous voulez dire un mot. Moi, je pense qu'il faut plutôt inverser la question. L'État est le propriétaire de l'université. Et Eneo, dans ses différentes successions, n'est qu'un concessionnaire d'un service public. Alors, moi, je pose une autre question pour aller dans le même sens que le professeur. Est-ce que depuis que Eneo change de concessionnaire, c'est-à-dire depuis la SONEL, qui était à SONEL, est-ce qu'il y a une succession aussi dans les dettes de cette entreprise? Parce qu'en fait, là, on parlait même Prométhée ne peut pas consommer autant d'électricité en si peu de temps. Et on ne peut même pas mêler le professeur Magloire Ondoa. Donc on est le sérieux dans ce genre de situation. La question, c'est de savoir que fait l'État lorsque l'État accorde une concession ou alors accepte une succession de concessionnaires. Est-ce qu'il ne gère pas aussi ce genre cet aspect de la question pour savoir si le nouveau concessionnaire, qui n'est que, je ne sais pas, une structure, une caisse de retraite anglaise, je crois, Dominique, c'est ça, Actis, est-ce qu'ils ont le droit de succéder aussi dans les dettes alors qu'avant? C'est ça le paradoxe dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on concède un service public, on prend les dettes, mais eux, ils ne prennent que les bénéfices. Et ça a commencé avec les Américains qui sont partis. Hein. Ils utilisent nos voitures, les maisons, les immobilisations de la SONEL, d'Enel quand même, les barrages et tout. Et puis ils partent. Et puis les autres qui arrivent, ils vous disent, vous payez celui qui est parti avant. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir cette question avant d'entrer dans le buzz qu'on va couper l'électricité. De toute manière, il y aura une réquisition. Je le dis tout de suite. On ne peut pas interrompre un service public régalien d'une telle importance.
Merci à vous, le quatrième dernier invité sur ce plateau, Monsieur Yam Timba. Yam Timba qui est avec nous, philosophe de formation. Bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Boba et bonjour à tous les autres, aux copanélistes. On vous accueille avec cette actualité qui défraie la chronique du côté du Mali avec la sortie du Premier ministre malien face au secrétaire général des Nations Unies sur la question de litige qui oppose le Mali avec ses 46 entre guillemets mercenaires et surtout également la présence dans nos murs du président centrafricain qui est au Cameroun depuis hier. Ah ben écoutez, commençons par ce qui me semble être assez curieux. Il n'y a aucun problème de 46 personnes au Mali qui soit un problème dont doit s'occuper l'État du Mali. L'État du Mali a des préoccupations beaucoup plus importantes. Il y a des types qui se retrouvent au Mali, les sans-papiers, vous savez, en Europe, on les met dans les avions, on les envoie ici, ils passent par... Il y a des mécanismes judiciaires qui gèrent ces problèmes. Pourquoi est-ce que quand il y a 46 personnes qui se retrouvent en situation irrégulière au Mali, ça doit devenir un problème pour le secrétaire général de l'ONU? Que cache-t-il? Vous n'avez pas le droit d'être là, vous n'avez pas le droit d'être là. La justice s'en occupe. Vous n'avez pas commencé à fatiguer la planète parce que vous avez des types qui n'ont pas les papiers qu'il faut dans un pays. On gère ça. Et je crois que le Premier ministre malien a réglé le problème. Quant à ce qui est intéressant, la présence du président du RCA, de la République centrafricaine au Cameroun, qui est en transit, de retour de New York, de l'Assemblée générale des Nations unies, ça c'est quelque chose d'extrêmement important qui devrait interpeller les Camerounais. Il s'est passé quelque chose en Centrafrique qui est une affaire qui peut donner l'impression qu'on est dans une évolution en matière de droit, mais qui est une régression sociale et politique de ce pays. Lorsque vous avez des personnes qui confondent ce qu'on appelle écrire une constitution et réviser une constitution, ce n'est tout de même pas la même chose, et vous vous demandez, mais quel genre de personnes dirigent nos institutions? Et il y a malheureusement en arrière-plan une très sérieuse controverse autour des personnes, et on savait bien avant, 2-3 jours avant ce verdict, qui était marqué par la corruption et qui ne l'était pas. Donc il se trouve que le pays régresse. Dans un état où vous avez, en fait, le président de la République est mis sous tutelle. Quand vous allez en Centrafrique, le président de la République, s'il veut acheter une table, il faut que le ministre en charge des tables co-signe l'acte du président, le décret du président. Un ministre en charge des tables doit co-signer ce truc-là. En fait, ce ministre-là valide ce que le président fait. Parce que s'il ne signe pas, le décret du président n'est pas valable. Et vous avez des choses assez curieuses dans ce pays où vous prenez une décision d'une cour constitutionnelle et c'est truffé de tellement de contradictions. Peut-être que vous aurez l'occasion de nous permettre de relire ça un jour, mais ce n'est pas l'occasion ici de lire ça en détail, et qui ne perçoit pas que la loi n'est pas au service, à ce niveau-là, une constitution qui est au service de certains intérêts qui brident son propre pays. C'est très dangereux. La Constitution doit construire un pays nouveau. Et les idées sur la base desquelles le Centrafrique essaie de se construire sont des idées qui sont les idées réelles de ce qu'on appelle une Constitution. C'est-à-dire ce qui ne s'est jamais fait dans les pays, en tout cas ceux dans lesquels on parle le français et on utilise le franc CFA. On n'a jamais réuni. Les gens ne se sont jamais réunis pour proclamer leur État et pour rédiger leur constitution. La constitution que les gens défendent là en 2016, elle était écrite sous la dictée de l'ambassadeur de France. Je ne vous dis pas qu'on m'a raconté par quelqu'un d'autre. C'est le rapporteur lui-même qui me l'a dit sur le plateau de télévision et il l'a dit de la RCA. Donc, quand vous avez des types qui pensent que l'ambassadeur de France en poste dans un pays où on parle le français, utilise le franc CFA, est mieux fondé à faire ce qu'on appelle à rédiger une constitution pour ce pays, ou que les Centrafricains devraient s'asseoir pour rédiger leur constitution, il faut qu'on sache très bien dans quel monde on est. Donc, je pense que si cela est possible, ce problème en Centrafrique nous interpelle tous. Nos constitutions ont-elles été écrites comme il le faut? Est-ce que cela a pris en compte toutes les couches de nos populations? Est-ce que cela a pris en compte les attentes, les rêves, les idéaux et les besoins
de nos populations qui doivent être satisfaits. C'est ce que le président centrafricain essaie de faire en ce moment. Et il y a donc les relais du néocolonialisme qui essaient de l'empêcher d'avancer. Merci à vous. Je ne savais pas que Dominique était un talentueux avocat de la Centrafrique. Et surtout le président Touadéra, c'est magnifique. Enfin, c'est votre... Non, mais il y a quand même des remarques que je peux faire, si vous permettez. Non, je l'écoute, mais je peux. Oui, juste vraiment. Ce n'est pas un événement extraordinaire qu'un ministre co-signe un document, une dépense publique. C'est elle-même signé par le chef de l'État. Ah, oui. Parce que c'est une affectation de la dépense, puisque ce qu'on appelle la loi de finances, c'est un tableau qui a passif, actif, recettes, dépenses, et justement, comme ce n'est pas la caisse privée du président, il faut bien qu'après, quand on fait ce qu'on appelle le document des liquidations, le compte de règlement, la loi de règlement, il faut qu'on affecte ces dépenses quelque part pour qu'il y ait plus de transparence. Donc je ne pense pas que c'est sur des anecdotes comme ça qu'on peut juger, mais je suis d'accord avec lui, parce que, en fait, une constitution doit déterminer la nature du régime dans lequel on est. Et c'est le peuple souverain qui choisit. Juste pour revenir sur des petites controverses sémantiques, je constate bien ce que dit Yam, mais il doit comprendre qu'une révision d'une constitution peut aboutir à l'écriture d'une nouvelle constitution. Et c'est à cela, et c'est Carl Mist qui le dit. Et vous vous rendez compte qu'à partir de là, un président qui est en fin de mandat, de second mandat, peut estimer que puisqu'on a en présence une nouvelle constitution, c'est une nouvelle Absolument. Non, c'est ce que nous avons. Non, attention. Juste 2 secondes. D'abord, la première chose, les décrets auxquels je ferai référence n'avaient rien de financier. Il s'agit de décrets qui organisent, par exemple, le gouvernement. Tu as parlé de l'achat des banques. C'est un exemple. Oui, mais c'est une dépense. Oui, c'est un aspect. Mais il y a d'autres décrets qui n'ont absolument pas d'incident financier, mais d'organisation. Et on demande que les ministres co-signent. Et puis, non, pas du tout. Il s'agit, la Centrafrique, le Centrafrique, hein, c'est comme ça qu'ils disent. Ils ont changé. Le Centrafrique. Le Centrafrique est clair. 1, le président n'est pas en fin de mandat, il est en début de deuxième mandat. 2, le Centrafrique dit clairement ceci. Si vous voulez, si on peut revenir sur ces discussions, mais c'est des discussions académiques. On va commencer par une révision, arriver à une réécriture, c'est des discussions académiques. Le texte, le décret du président, non, ce que je veux dire, on va pas. C'est pour ça que j'ai dit, je vais aller droit. Le décret du président sur la question, le décret du président est clair. Il ne s'agit pas de révision constitutionnelle, il ne s'agit pas de modification constitutionnelle, il s'agit d'écrire une nouvelle constitution. C'est deux choses différentes. Alors quand la Cour constitutionnelle dit justement qu'elle statue sur une révision constitutionnelle, elle parle d'une chose dont le président, lui, n'a pas parlé. Merci, cher monsieur. Je propose donc de marquer une courte pause qui va nous conduire à la première thématique consacrée à ce programme. Je l'annonçais, le directeur général des impôts était donc du côté de Douala la semaine dernière. Je vous propose de suivre ce reportage, l'état des lieux avant l'arrivée du directeur général des impôts du côté de JICAM, reportage qui porte la signature de Lille Piedou. Une autre rencontre annoncée à Douala entre le groupement interpatronal du Cameroun et la direction générale des impôts, mercredi, dans le cadre de la concertation avec le secteur privé relative à la préparation de la loi de finances 2023. Cette rencontre intervient dans un contexte particulier. Le désaccord entre le président du JICAM et le directeur général des impôts sur la réforme fiscale. Le gouvernement milite pour une fiscalisation sur le chiffre d'affaires, tandis que le patronat est axé sur une fiscalisation des entreprises sur le bénéfice. Ces différentes positions ont créé un climat de tension entre les deux parties. Entre courrier adressé au président de la République par Célestin Tawamba, boycott des échanges de la rencontre du secteur privé initié par Modeste Mopa Fatouane par le JICAM, tout y est passé. Au point où le Fonds monétaire international a proposé un audit du système fiscal camerounais pour un climat des affaires apaisé, même si on se souvient qu'en 2018, un document de plus de 300 pages avait été proposé par le JICAM pour un minimum de perception sur le chiffre d'affaires de 2,2% à 1,1% pour un bénéfice de plus de 50 milliards de francs CFA aux entreprises. Cette nouvelle concertation est très attendue à Douala. Après le boycott de 2021, c'est donc une occasion pour les deux entités d'éclairer les zones d'ombre sur la politique fiscale au Cameroun
est d'améliorer les relations entre le groupement interpatronal du Cameroun et la direction générale des impôts pour un environnement des affaires plus compétitif à l'échelle internationale. Et cela passe par un dialogue permanent. Voilà, deux plateaux pour mieux étayer cette thématique. La première sera consacrée à la fiscalité et la seconde, bien sûr, à la justice. Est-ce que la justice camerounaise permet aux hommes d'affaires de mieux intégrer, de mieux s'en sortir dans la gestion, à travers notamment décisions de justice rendues depuis quelques temps? On commence par la première, celle sur la fiscalité, la visite notamment du directeur général des impôts avec le JICAM. On annonçait une ambiance tendue, mais finalement, le directeur général des impôts a détendu l'atmosphère. Au sortir des travaux, on a eu comme l'impression que les deux regardent désormais dans la même direction. Écoutez, l'importance de cette visite à Douala, c'est le changement de paradigme. C'est-à-dire on avait l'impression qu'il y avait un dialogue de sourds jusque-là. Les gens ne se rencontraient pas, ne se parlaient pas, s'envoyaient des correspondances. Sur le principe, pour qu'un État soit compétitif, il faut qu'il y ait une administration compétitive, une administration humble, qui est proche des administrés et qui est dans le dialogue permanent. Je pense donc que ce qui s'est passé à Douala, c'est le début d'une nouvelle ère qu'il faut saluer, mais à condition que les actes suivent. C'est-à-dire, il ne suffit pas de venir faire un discours à Douala, il faut maintenant que ça change. Alors, si on rentre sur le plan technique des arguments des uns des autres, effectivement, les créateurs de richesses pensaient que les démarches de la DGI avaient un caractère vexatoire, inquisitorial, et puis que c'était à sens unique, alors qu'il faut un dialogue là-dedans. Donc, moi, je salue ce passage et le climat qui en ressort, mais pour que cela soit une avancée, il faut qu'il y ait des actes. Et je pense que ceux qui ont pensé qu'il y avait d'un côté les adversaires de l'impôt, donc le GICAM, et de l'autre côté ceux qui aiment l'impôt, d'abord ils se trompaient, parce que c'est le GICAM, à travers ses membres qui payent à peu près 70, disons 80% de tout l'impôt au Cameroun. Il faut savoir que c'est l'essentiel des contribuables qui se trouvent là. Alors, je salue la démarche de la DGI et de son directeur général. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Maintenant, il faut plonger dans le cœur des affaires. Personnellement, je suis pour la taxation des bénéfices plutôt que du chiffre d'affaires qui n'a pas un sens. Et je suis pour que ceux qui créent les richesses gagnent de l'argent. Donc il ne faut pas créer un climat avec une certaine école populiste qui est là dehors en disant que ce sont les mêmes qui doivent payer pour tout le monde. Non, trop d'impôts tue l'impôt. Et je pense donc que ça révèle aujourd'hui que le GICAM, même si par certains aspects ça paraissait un peu tendu, avait des raisons de crier, de demander qu'on change de paradigme. Et c'est fait. C'est une très bonne nouvelle pour les uns les autres. Alors, à condition que les actes suivent. Dans ce changement de paradigme, est-ce qu'on peut dire que finalement, on ne peut pas vivre sans impôt? Et puis quand on sait quand même qu'en matière de recettes budgétaires de l'État, l'impôt, la direction générale des impôts arrive en seconde position. D'autre part, chacun a sa partition à jouer dans cette affaire. Je pense que le problème de notre fiscalité aujourd'hui, c'est que malheureusement, qu'on le veuille ou pas, elle se résume à des additions et des soustractions. Mais ce n'est pas ça la fiscalité. Ça, c'est ce qu'on fait dans une colonie. Ce n'est pas ce qu'on fait dans un pays libre, dans un pays indépendant, dans un pays qui se développe. Vous avez quelque chose d'assez curieux où j'entends bien ce que dit Hervé Emmanuel comme le GICAM, c'est 70% des recettes fiscales, mais le GICAM, le reste, les PME, les PMI, depuis les femmes qui vendent des beignets là, et les jeunes gars qui font les cafés, ça représente 2 à 3 fois, entre 2 et 3 fois les investissements de ces grandes entreprises. Ça veut dire que qui contribue le plus. Vous pouvez discuter autant que vous voulez. Moi, vous prenez vos chiffres. Vous savez les chiffres officiels que tout le monde manipule, que tout le monde fait comme il veut, mais je vous parle de choses sur le terrain. Et si vous voulez, on vous produira les études, mais vous paierez pour ça. Je le souhaite. Parce qu'on est fatigué de vous donner des choses gratuitement et vous ne les utilisez même pas.
Il y a une chose qui est claire. Quand vous prenez les investissements cumulés des TPE, des PME, du secteur informel au Cameroun, c'est plus de 3 fois les investissements des grandes entreprises. Or, toutes les lois qui sont faites dans ce pays, surtout les lois sur les avantages fiscaux et douaniers, c'est des lois qui privilégient une petite clique de gens qui n'investissent même pas dans ce pays, qui sont là et qui vous donnent le sentiment d'être les seuls qui ont le droit de... C'est-à-dire qui doivent faire du chantage à la Direction générale des impôts, à la Direction générale des douanes, qui doivent faire le chantage à l'État du Cameroun pour qu'on leur donne toujours plus d'avantages. Messieurs, la raison pour laquelle il faut que les impôts soient adossés sur le chiffre d'affaires, c'est parce qu'on sait. On est en Camerounais, on se connaît tous. Tous ces gens-là, je vous mets au défi. Pourquoi le FMI vient demander l'audit de la fiscalité du Cameroun, mais pas plutôt l'audit des chiffres d'affaires des entreprises, justement. Ça n'a pas ce pouvoir, M. Yamé. Donc le FMI a le pouvoir de demander à notre État de revoir ces choses. Oui. La vérité, c'est quoi? Je vous explique. Le FMI aurait pu recommander, un cadre pour l'évaluation, le calcul exact du chiffre d'affaires des entreprises. Je vous dis une chose, M. Bouba. On peut soutenir qui on veut. Moi, je soutiens le peuple du Cameroun. Wow. Et le peuple du Cameroun, lui, il a besoin de savoir que tous ceux qui vendent quelque chose sur son territoire déclarent, c'est-à-dire que ce qui est leur chiffre d'affaires exact soit déclaré. Si ce n'est pas vrai que les entreprises du GICAM nous apportent sur la table ici leur chiffre d'affaires exact, je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Et le directeur général des impôts n'est pas un idiot. Il sait très bien pourquoi il a demandé que ce soit adossé sur le chiffre d'affaires. Il le demande parce que, monsieur, quand vous prenez la structure financière de la plupart des entreprises, particulièrement les multinationales, mais le jeu le plus important, c'est l'évasion fiscale. C'est les échanges de services entre les filiales des grandes entreprises internationales qui font que vous avez énormément d'argent qui aurait dû atterrir dans la trésorerie de l'État sous forme d'impôts, mais qui se retrouvent dans les achats de services qui sont parfaitement inutiles. Demandez à la plupart des grandes entreprises pour quelles raisons la plupart des chefs de projet ne sont pas des Camerounais. Pourquoi la plupart des chefs de projet sont plutôt des gens qui viennent de l'extérieur. Dans ce livre qui vient de paraître, que je viens dans ce livre que je viens de publier, vous trouverez là-dedans un certain nombre de propositions pour faire de notre fiscalité un outil de portage pour la trésorerie de l'État, un outil de développement. Je finis en 2 mots. Pourquoi? Je propose là-dedans d'encadrer les plus grandes entreprises du pays par ce qu'on appelle les associations financières. En fait, l'État fait le blackout, essaye de vous laisser faire en termes de déclaration, mais l'État protège vos entreprises à travers ces associations financières grâce auxquelles il peut donc connaître votre chiffre d'affaires exact. Deuxième chose, les terres sur lesquelles sont installées, terres sur lesquelles sont installées vos entreprises au Cameroun. 1. Les propriétaires historiques de ces terres-là doivent être dans le capital et le conseil d'administration de vos entreprises. Pourquoi? Parce que grâce à ces gens-là, l'État dispose de sa centrale de veille et de renseignement économique qui lui permet d'être sûr, grâce à nos nations historiques qu'on appelle vulgairement les tribus et les ethnies, de savoir exactement quel est le chiffre d'affaires de tout ce monde. Vous comprenez pourquoi il y a besoin de grosses réformes qu'on n'ose même pas aborder ici. Monsieur Emmanuel Comte, vous allez peut-être réagir. C'est pas un débat entre c'est un débat entre vous deux. Non, non, on va permettre. On va permettre déjà à Luison de nous dire un mot de quel est l'aperçu qu'il a de cette rencontre, au sorti de cette rencontre entre le directeur général des impôts et le GICAM, qui avait beaucoup de grincements, beaucoup de griefs contre cette direction, au point de rédiger même une correspondance à la très haute hiérarchie demandant, entre guillemets, la tête du directeur général des impôts actuels. Oui, M. Boubangomna, le prétexte de cette rencontre tient compte du contexte pour la mise en place d'un test qui est l'élaboration, le projet de loi d'élaboration de la loi de finances pour l'exercice 2023. Il faut pouvoir indiquer que les rapports entre le GICAM et la Direction générale des impôts étaient des rapports extrêmement tendus, c'est-à-dire fondés sur des tensions et des incompréhensions. Vous venez de le dire,
le sémillant président du JICAM, M. Célestin Tabamba, et de surcroît consul honoraire du Rwanda au Cameroun, avait, le 16 janvier 2020, adressé une correspondance incendiaire au chef de l'État, lui demandant, entre autres, justement, de limoger le directeur général des impôts, et lui faisant savoir dans cette correspondance que le système fiscal camerounais est imprévu, est inégal et surtout est répressif. Et a raison. Parce que si nous prenons par exemple, à titre d'illustration, le contentieux fiscal, vous allez vous rendre compte que si vous êtes imposé, je prends un exemple banal, à 100 000 francs, pour que vous puissiez contester cette créance, vous commencez par verser 50 000 francs au directeur, 50% au directeur général des impôts à travers une réclamation préalable. Et si vous n'êtes pas content de la décision rendue par le directeur, vous allez saisir le ministre des Finances et vous lui versez 15%. Non, ça fait 15 000 francs. Et si vous n'êtes pas par la suite content de la décision rendue par le ministre des Finances, vous allez donc saisir le juge fiscal, qui est le juge administratif, en lui versant 35%. Vous vous rendez compte que si vous contestez 100 000 francs, vous aurez versé 100 000 francs, n'ayant pas, justement, pas sûr que vous allez gagner le procès. Donc vous voyez, c'est extrêmement répressif. Et ça, nous donnons raison au directeur, au président du JICAM. Et, entre autres, il avait indiqué que, au-delà de ce système répressif, dans la correspondance qui était adressée au président de la République, c'était mentionné rupture consommée des relations entre le JICAM et la Direction générale des impôts. C'est sur la base de ces rapports extrêmement tendus qui se confondent d'ailleurs en 2021, puisque le JICAM, la Direction générale des impôts, va également solliciter le JICAM lors d'une rencontre pour perfectionner la loi des finances de 2001, et le JICAM ne va pas différer à cette invitation-là. Donc, ces rapports extrêmement tendus, ça veut dire que d'un regard de désamour entre ces deux entités, va donc amener le directeur du JICAM à changer de paradigme. Et vous savez, vous, Bangomna, la DGI. Voilà, la direction générale, la direction générale des impôts. Alors, quand vous regardez les 6 piliers autour desquels la direction générale des impôts s'appuie pour notre politique fiscale, vous comprenez que c'est extrêmement important de s'ouvrir au dialogue. Vous prenez il y a l'élargissement de l'assiette fiscale. 2, la sécurisation de nos recettes fiscales. 3, la promotion de l'emploi jeune. 4, la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. Et vous avez la promotion de l'emploi jeune. Vous voyez, vous convenez donc que tout cela réuni impose donc à la Direction générale des impôts de s'ouvrir dans une marque de dialogue. Et c'est ce qui a amené donc le directeur de cette structure de venir rencontrer les opérateurs économiques, comme le disait tout à l'heure Emmanuel Combe, le grand frère, qui sont justement les créateurs des richesses. Et M. Bouba-Gomla, vous convenez avec moi que le budget d'un État doit être performant et efficace pour pouvoir couvrir les charges de l'État. Et à partir de là, quand nous regardons les acteurs qui interviennent justement dans l'élaboration de la loi des finances, vous comprenez tous les montages. Je commence par le président de la République qui conçoit la politique générale de la nation, qui prend ce qu'on appelle une circulaire présidentielle relative au cadrage, il fixe le cap. Après lui, le Premier ministre intervient parce qu'il préside les réunions marathon, il assure son pouvoir d'arbitrage justement sur des questions fiscales et économiques. Et après le Premier ministre intervient le ministre des Finances qui, dans son rôle politico-technico-administratif, s'entoure de plusieurs directions, telles que la direction du budget, la direction des affaires économiques, la direction de la prévision. Et après cela, vous avez à côté la direction générale des impôts. La douane. Qui interviennent justement dans le sens de percevoir une option beaucoup plus fiscale de la chose. Et au-delà de ça, vous avez donc les bailleurs, puisque on ne peut pas évoluer en vase clos. L'État s'ouvre donc au niveau des bailleurs internationaux, le Fonds monétaire international, avec généralement ce qu'on appelle les emprunts obligataires, et ainsi de suite. Au-delà de cela, je vais finir Boubangom là. Vous avez donc ces opérateurs économiques qui interviennent. Et en fin de compte, on peut citer le Business Forum, c'est-à-dire que cette plateforme qui intervient pour la bonne gouvernance. Donc, M. Boubangom là, cette visite est importante dans la mesure où, désormais, le système fiscal camerounais va s'améliorer. Le civisme fiscal, d'abord, vous vous rappelez qu'il y a une dernière sortie du président du JICAM qui a demandé à ses pairs de ne pas faire preuve de mauvaise foi fiscale, c'est-à-dire de rentrer dans l'encouragement du civisme fiscal.
Et vous savez, c'est Castagnol qui nous disait, trop d'autos tue les totaux. Et comme Hervé le disait tout à l'heure, trop d'impôts tuant les peuples. Alors vous ne pouvez pas déplumer loi et l'empêcher de créer. C'est un peu comme si vous ne pouvez pas fiscalement assommer le contribuable et l'empêcher de pleurer. Donc le rôle de cette descente est importante justement pour asseoir le monde des affaires au Cameroun. Alors, il est important, plus qu'important d'ailleurs, parce qu'on a besoin de ces recettes pour faire fonctionner la nation, si on bariste à jour. Oui, je me pose la question de savoir, est-ce que le patronat au Cameroun se limite au GICAM? Pourquoi est-ce que le directeur général des impôts rend visite au seul GICAM au détriment, n'est-ce pas, des autres groupes interpatronaux? Mais on a vu quand même, lors de cette séance de travail, il y avait tous ces regroupements également qui ont été concertés. Ok, vous mais mettez, ça s'est passé. Vous mettez devant le GICAM alors que... Parce que c'est la plus grosse organisation. Tous les autres, le MECAM, voilà, ils étaient tous... C'est important, hein, c'est important parce que lorsqu'on dit seulement GICAM, moi j'ai l'impression que c'est GICAM qui représente tout le monde. Donc si vous dites que tous les autres étaient là... Étaient aussi là. Ok, là c'est important. Là, ça va dans ma tête parce que je me demandais justement pourquoi seulement GICAM. Parce que j'avais l'impression que le DGI est venu là pour sauver sa tête, hein, pour laver sa veste, n'est-ce pas, contre la personne qui l'a mouillé. Bon, si c'est face à tout le patronat, j'ai lui tiré mon chapeau parce que là, il permet d'assainir le climat fiscal, dans la mesure où toutes les sociétés qui interviennent dans ce domaine seront désormais, n'est-ce pas, sur la même longueur d'onde. Et c'est même une innovation parce que d'habitude, ils font leurs choses là-bas et le contribuable se retrouve devant le fait accompli. Donc si pour une fois, ils viennent demander au contribuable son avis avant de faire la loi des finances, vraiment chapeau. Parce que là, ça veut dire que le gouvernement va faire un peu selon la volonté du contribuable. Une dernière réaction sur cette question avant de prendre les résolutions de cette rencontre entre la direction générale des impôts et le patronat. Je crois qu'il nous faut une émission de 2 heures parce que j'ai tellement entendu les choses ici. Il faudrait qu'on ait la même base d'information sur cette question-là pour qu'on puisse faire un débat qui fasse progresser l'intérêt. Première chose, ce n'est pas le directeur général des impôts qui fixe l'assiette fiscale, c'est le Parlement. D'accord ? Le budget est préparé dans un système moderne, le budget est préparé en mettant en action les acteurs qui vont réaliser les objectifs du budget. Parce que l'impôt n'est qu'un instrument du gouvernement. Et l'objectif de l'impôt, ce n'est pas d'enrichir l'impôt. L'objectif de l'impôt, c'est de mettre en place des services qui vont faire en sorte que les autres acteurs puissent se développer. Je vous donne un exemple. Je vais parler dans un vocabulaire en français facile, comme on dit. La contrepartie de la perception de l'impôt, c'est la mise en place du service public compétitif, des services nécessaires pour le fonctionnement des autres acteurs, des payeurs de l'impôt. Parce qu'en réalité, les payeurs de l'impôt sont les clients et ils payent contre la sécurité, l'éducation, la santé, l'énergie, la circulation, les infrastructures. Ce sont tous ces objectifs qui justifient. Monsieur Yam, vous permettez que... Ah non, je n'ai rien dit. D'accord. Non, je ne parle pas. Parce que... Non, je ne parle pas. Bon, alors... Il demandait juste la parole après vous. Non, il peut la prendre quand il veut. Comme vous l'avez fait. Bon, on est trop loin sur la poche. Donc, d'abord, tout le monde paye l'impôt. Ça, je le dis directement, monsieur Yam. Tout le monde paye l'impôt. Et donc, il n'est pas question ici de créer une guerre civile ou compétition entre les gens qui payent l'impôt. J'ai entendu un de mes aînés, qui est polytechnicien, dire une fois que les mototaxis ne payaient pas l'impôt. Bon, je l'ai appelé amicalement pour lui dire que quand vous payez 1 litre d'essence, vous payez la TVA. Ah oui. Donc, il y a différentes formes d'impôts. Il n'y a pas un impôt. Et il n'y a pas... Et le GICAM n'a jamais réclamé... Le GICAM n'est pas une association des gens qui ne veulent pas payer l'impôt. D'ailleurs, laissons le mot GICAM. Parlons du patronat. Le patronat. Bon, le patronat, ce ne sont pas les baisseurs de l'impôt. Mais il demande, que ça soit dans la concertation, et ça, c'est la méthode que nous applaudissions, c'est-à-dire préparer la loi de finances. La loi de finances doit intégrer les attentes des uns et des autres et les objectifs de l'État.
Le patronat demande que l'impôt ne soit pas un impôt qui tue l'activité. Parce que, comme on a dit, Bernard Cassavien, qui a été mon professeur à Dauphine, a écrit « Trop d'impôts tue l'impôt ». Donc, je crois que comme c'était un langage de sourds, et le pas qui est fait par les uns les autres, il se trouve que je connais quelques patrons, dire ici qu'ils sont contre l'impôt, c'est injuste. Parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de la sécurité, l'État doit payer la solde militaire, ils savent qu'ils ont besoin de la route, ils savent qu'ils ont besoin de l'énergie, ils savent qu'ils ont besoin de plusieurs choses qui sont la contrepartie de cet impôt. Je termine là-dessus pour dire que je ne suis pas sûr que c'est des Saint-Aramba ait demandé la tête du directeur général des impôts. Sa démarche qui était directe et qui était une première, et je trouve qu'il était dans son rôle, parce qu'après tout, l'association du patronat n'est qu'un syndicat, il défend les intérêts, c'était de demander qu'ils se parlent pour comprendre pourquoi certains aspects de la fiscalité avait un caractère vexatoire ou au sens unique vertical. Et je trouve que le jeune directeur général des impôts, en venant à Douala, change de paradigme, fait en sorte que les gens se parlent en amont avant de subir en aval ce qui parfois paraissait dictatoire, comme la dictature. Donc, je crois qu'il faut encourager les partis, n'est-ce pas? Mais venir faire un discours type populiste en disant qu'il y aurait d'un côté les Bayam Selam qui vendent le macabo et les grands patrons, non, c'est pas juste. Ça, c'est du populisme inutile parce que tout le monde, si on prend une bonne loi des impôts, elle profite à tous les entrepreneurs, quelle que soit leur taille. Il faut qu'elle soit seulement juste et qu'on voit les contreparties de cette imposition. Voilà, avant d'évoluer au second tableau qui va nous amener un peu pour voir l'aspect juridique, est-ce que toutes les conditions sur le plan judiciaire sont réunies pour des bonnes affaires, meilleures affaires au Cameroun, notamment des exemples qu'on prendra par rapport aux décisions de justice rendues. Je vous propose de prendre ces résolutions de la rencontre entre le patronat et le directeur général des impôts. C'est un reportage qui porte la signature de David Sancho. Dans le chapelet des propositions du patronat, 14 mesures de politique fiscale, parmi lesquelles la révision progressive à la baisse du taux d'acompte mensuel et du minimum de perception. Mais la plus importante concerne le changement du système d'imposition du Cameroun, parce que nous souhaitons qu'en fait les entreprises cessent d'être imposées sur leur chiffre d'affaires, mais sur leurs revenus. Il n'est pas normal qu'une entreprise qui fasse des pertes paye un impôt sur les sociétés, un minimum de perception, alors qu'elle a fait des pertes. On doit pouvoir permettre aux entreprises qui font des pertes de ne pas payer de l'impôt parce qu'elles n'ont pas gagné de l'argent. Normalement, l'impôt sur le revenu doit être assis sur un revenu. Des griefs exposés par le groupement interpatronal du Cameroun, militant depuis des années pour la révision du système fiscal, qui a finalement accepté la main tendue de l'administration fiscale. Nous sommes condamnés de travailler ensemble. Le diagnostic est connu, il est aujourd'hui partagé entre l'administration fiscale et nous. Et il est maintenant question ensemble de trouver les voies et moyens pour qu'on puisse intégrer en fonction des contraintes des uns et des autres, en tenant compte de la situation économique, de faire en sorte qu'on puisse ajuster et faire que le Cameroun puisse gagner. Loin de l'atmosphère glaciale, il a soufflé le chaud et la franchise ce mercredi au siège du JICAM, dont les propositions seront prises en compte pour formuler les modifications à supporter dans la législation fiscale de la loi de finances 2023. Je l'ai également précisé au président du JICAM, nous le ferons en tenant compte des contraintes des autorités, en étant réalistes, parce que le JICAM et nous-mêmes, nous avons un objectif commun, c'est d'apporter nos contributions respectives à un État qui soit un État viable et prospère. Les deux institutions sont désormais engagées à travailler pour concrétiser leur vision commune. Alors, Dominique, vous avez suivi? Oui, très bien. J'ai très bien suivi, mais je reste sur ma faim. Et c'est peut-être ça tout le problème, parce que ce à quoi nous devrions nous attendre, on ne s'y attend pas. Je ne comprends pas pour quelle raison, pendant 30 minutes, 4 personnes comme celle-ci débattent sur des choses, un événement, mais ne se posent pas les questions de fond.
Mais si nous parlons de la fiscalité, mais si nous en tenons à ce que les entreprises payent assez... Mais c'est pas ça. Nous n'allons jamais développer notre pays. Nous resterons sur les uns qui défendent leurs intérêts. Vous croyez que le GICAM est là parce qu'il veut tellement que le Cameroun se développe pour plaire aux gens ou simplement parce qu'ils veulent développer leurs entreprises et gagner plus d'argent. C'est des hommes d'affaires, ils veulent gagner plus d'argent. De l'autre côté, vous avez l'administration qui est là. Le problème de notre administration, c'est qu'elle est néocoloniale et ne tient pas compte des problèmes de fond et des vraies propositions qui pourraient permettre à notre pays de sortir de la pauvreté. Je prends un exemple, c'est vrai que j'ai pris 3 petits points. Lorsque le directeur général des impôts est venu avec la question de dire qu'on devrait plutôt taxer le chiffre d'affaires, vous croyez que le ministère des Finances est dupe du fait du mécanisme de libre transférabilité des fonds du franc CFA, on ne protège pas le chiffre d'affaires? En fait, c'est ça les problèmes de fond, évidemment. Personne. Laissez-moi finir, monsieur Com. Moi, je parle de questions qui sont... Laissez-moi parler. Après, peut-être qu'on peut discuter, mais si après, je ne peux pas parler, il y a un problème. Est-ce qu'il n'y a pas de libre transférabilité dans le franc CFA? Et alors Mais le problème, justement, à cause de la libre transférabilité de ces francs CFA, de mécanisme du franc CFA, c'est que le chiffre d'affaires de la plupart de ces grandes entreprises, malheureusement, n'est pas contrôlable par le Cameroun. Deuxième chose, et je vais vous dire, la seule façon de s'assurer, là j'ai entendu une dame parler de revenus, etc., de s'assurer comment les entreprises gagnent de l'argent, qu'est-ce qu'elles gagnent exactement, et donc de savoir qu'est-ce que l'État peut en tirer. Je vais vous dire, je fais une proposition simple encore dans ce livre. Toutes les entreprises installées là, prenez n'importe quel secteur, décidez que la terre, parce qu'en fait il s'agit de réformes en amont que l'État n'a pas encore fait, et du coup on est là à discuter sur un événement qui n'a pas d'importance particulière, qui n'a pas d'importance fondamentale. La réforme en amont, c'est quoi par exemple? Refaites la réforme de la terre et dites que désormais la terre appartient aux nations historiques, puisque de toute façon l'État n'a que 67 ans et a trouvé ces nations historiques-là. Et vous décidez que par ce fait, chaque fois qu'une entreprise installe a besoin de terre, les nations historiques ont entre 15 et 35% du capital. Ce qui veut dire qu'elles ont une présence dans le conseil d'administration, dans le top management, et donc l'État leur donne une tâche, c'est d'être la centrale de renseignement économique de l'État, qui lui permet donc de savoir clairement quel est le chiffre d'affaires et quelles sont les pratiques de ces entreprises. Vous allez vous rendre compte qu'une telle réforme va, enrichir nos populations. Et si nos populations sont un peu plus riches parce qu'elles perçoivent une partie de ce que gagnent les entreprises qui s'installent, évidemment qu'à ce moment-là, l'impôt va être démultiplié. Le problème, en tout cas les revenus fiscaux vont être démultipliés. Oui, je sors par là. Le dernier point que je dis, c'est celui-ci. Le Cameroun est un pays très particulier où vous avez les gens, quand ils viennent vous parler de l'impôt, de la fiscalité du Cameroun, vous citent les auteurs occidentaux. Nous sommes en Occident ici. Nous avons nos problèmes de fond. Et ces problèmes de fond ne doivent pas être tirés des conclusions des Occidentaux. Ils doivent être tirés de comment est-ce que nous percevons notre propre pays et de dire clairement, pardon, laissez-moi, M. Bouba, après vous pourrez peut-être prendre sur mon temps de parole sur d'autres choses. Nous sommes sur quelque chose d'extrêmement important. Un État, ses premières missions, c'est satisfaire les besoins de ses populations, se loger, se nourrir, se vêtir, s'éduquer, se soigner. Le problème auquel nous faisons face, c'est que rien de tout ça n'est assuré par notre État. Pourquoi ? Parce que l'État confisque la source de la valeur. Et à partir du moment où l'État confisque la source de la valeur, qui est la terre, les entreprises sont là, elles font ce qu'elles font, et elles viennent raconter qu'elles n'ont pas de revenus, elles viennent créer des tensions et dire que c'est l'État qui ne veut pas les écouter. Vous avez de la chance que dans ce pays, on est dans une situation typiquement néocoloniale où, en fait, qui parle fort? Ce sont les intérêts, le capital étranger qui parle le plus fort. Et ce capital parle fort en méprisant les efforts des autres Camerounais, en disant nous payons 70% des impôts, mais c'est le même État qui va venir vous dire que 50% de toute l'activité économique de ce pays, c'est le secteur informel. On a rencontré le secteur informel, on a permis au secteur informel de dire son mot, pas du tout. Et donc les gens vont vous dire, au Cameroun, les impôts, non, il faut ci, il faut ça, et ils vous disent les choses qui sont des choses académiques. Le fond du problème, monsieur, c'est que l'État n'a pas d'argent pour investir, l'État n'a pas d'argent pour satisfaire les besoins de la population, et pourtant, les entreprises sont prospères. Qu'est-ce qui se passe? Alors, justement, Maître Barrister Achou, est-ce que sortir de là avec les résolutions, Barrister Achou, je m'excuse, au sortir de là avec les résolutions prises, on est quand même en train de sortir de l'ornière? Oui, mais je me pose la question de savoir pourquoi on se limiterait seulement au GICAM.
il n'y a pas que le GICAM qui intervient, n'est-ce pas, dans la fiscalité dans ce pays. Je voudrais parler des professions libérales, parce que nous aussi, nous subissons, n'est-ce pas, des méfaits de ces lois de finances. Et il faudra que Monsieur le directeur général des impôts rencontre aussi les professions libérales, les écoute aussi comme il a écouté le patronat, parce que c'est aussi le patronat. Et s'il peut réussir, n'est-ce pas, à amener tout le monde sous le même chapeau, ça va détendre nécessairement le climat fiscal. Ce qui sera une bonne chose pour le pays. Alors, Hervé, Emmanuel Combes, je voudrais qu'on évolue à la suite de ce reportage qui nous apporte quand même du nouveau par rapport à la situation antérieure entre ces deux entités. Et je vous dis que d'abord, si M. Dominique Yam, son modèle, c'est un État policier ou un État inquisiteur, il a le droit, M. Yam, suivez-moi s'il vous plaît, il a le droit de faire des déclarations péremptoires de ce niveau. Moi, je trouve que cette rencontre était une bonne chose parce que ce sont les producteurs de richesses qui contribuent, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'est que la contribution? Je vais vous dire d'abord, quand une loi fiscale est bonne, elle est bonne pour tous les créateurs, tous les entrepreneurs, quelle que soit leur taille. Et là, Maître Achou vient de mettre un doigt. Si je prenais ici, ce n'est pas le lieu de le faire, le nombre, le pourcentage de faillites à cause de l'étranglement fiscal, y compris dans les professions libérales, ça ne milite pas dans la proclamation de M. Yam. Donc je pense que cette réunion était une très bonne chose. D'abord, je voulais faire remarquer une chose, en enlevant le mot patronat. Les entrepreneurs sont pour la plupart des collecteurs d'impôts. Puisque si vous prenez par exemple les entreprises basses-écoles, dans les entrants de la composition du prix, la structure du prix, il y a de l'impôt dedans. Vous voyez par exemple les distributeurs, les marketeurs de carburant, ce sont des collecteurs d'impôts. Donc en fait, et le directeur général des impôts l'a dit, comme le président du GICAM, c'est les Saint-Aromba, ce sont des partenaires. Et il a raison. Cette démarche, elle a commencé avec l'organisation la plus puissante chez les entrepreneurs. Elle doit s'étendre à tous les acteurs. Et je dirais d'ailleurs que moi, j'ai vécu dans un pays, n'est-ce pas, où la préparation de la loi de finances met en branle tous les citoyens, qu'ils soient personnes morales ou physiques, met en branle parce qu'il y a aussi des débats sur l'impôt sur les personnes physiques. Donc, Dominique, là où nous ne sommes pas d'accord, et d'ailleurs ce n'est pas nouveau, nous n'avons pas été d'accord, c'est que j'ai l'impression que tu mélanges ton discours sur le panafricanisme, la lutte contre le néocolonialisme, c'est ton droit, avec la question du jour. Quelle est la bonne fiscalité, le bon impôt qui stimule la création de richesses? Ou moi je suis pour une société où les gens s'enrichissent en créant la valeur ajoutée. Vous comprenez? Il n'y a pas de honte à gagner de l'argent quand on crée une entreprise. Dominique Yam est un entrepreneur et je ne crois pas qu'il a créé son entreprise pour perdre de l'argent. Et quand vous avez l'imposition qui ne vous stimule pas, il y a un problème. Je termine là-dessus. J'ai le privilège d'aller souvent dans des réunions quand je suis invité. J'ai assisté à une séance au GICAM où le patron du GICAM demandait qu'on vire tous ceux qui ne veulent pas payer l'impôt, dont les tricheurs. Et Dominique a mis le doigt tout à l'heure, mais c'est un autre débat. C'est à l'État d'avoir une politique financière qui ne permette pas aux gens qui vont faire le rapatriement frauduleux des revenus, des recettes, de le pratiquer. Mais ça n'a rien à voir avec la loi fiscale. Ça n'a rien à voir. La loi fiscale, pour parler en français facile, c'est de mettre en place des impôts qui sont justifiés par la mise en service qui est en contrepartie pour que ceux qui entreprennent réussissent. Donc, à cesser de présenter les entrepreneurs comme des fraudeurs, des trucs. Et là, ils rentrent dans un autre combat. Si on prend la population, la démographie des entrepreneurs, Dominique, tu sais très bien qu'elle a diminué. Les entreprises étrangères sont moindres. Et les entreprises qui crient, ce sont des entreprises camerounaises. Docteur Duzon et Somba, on entre dans l'aspect judiciaire. Maintenant, on évolue, s'il vous plaît, dans le principe de la séparation de pouvoir. Est-ce que ces derniers temps, avec notamment les hautes instructions transmises au ministre garde des Sceaux, est-ce que ce climat, est-ce que cette façon de fonctionner est susceptible de favoriser un bon climat
des affaires. On peut prendre plusieurs exemples, l'affaire Atou, par exemple. Est-ce que quand vous faites un regard panoramique dans cette façon de faire, c'est susceptible d'assainir ou de rendre les hommes d'affaires eux-mêmes qui peuvent investir au Cameroun au risque de voir une justice qui est aux ordres se mettre à leur pouce? M. Boubangomla, permettez-moi quand même de réagir à la faveur du reportage que nous avons suivi tous avant de me prononcer sur la question que vous posez. Écoutez, c'est le professeur Alakalaka qui le dit, dans la politique fiscale, là je cite un Camerounais. Un savant Camerounais. Il faut prendre en compte 4 réalités. La réalité financière, la réalité économique, la réalité psychologique et la réalité sociale. Parce que dans la réalité financière, il évoque ceci que l'impôt est marqué par sa rentabilité. Pour cela, il doit être collecté facilement et mobilisé aisément. Absolument. Au niveau de la réalité économique, la politique fiscale a tenu compte de tous les secteurs sans posséder une marginalisation d'un secteur que ce soit. Parce que tous les secteurs contribuent, justement, comme quelqu'un le disait, il n'y a pas d'impôt sans entreprise et il n'y a pas d'entreprise sans impôt. Maintenant, vous avez la réalité psychologique. C'est-à-dire que le contribuable, il faut savoir comment est-ce qu'il accueille l'impôt. Et c'est pourquoi, à un moment donné, vous voyez dans les entreprises, on parle de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire que payer le juste impôt. Ne pas payer plus que la loi en a posé. Et la quatrième réalité, c'est la réalité sociale. L'impôt ne doit pas être un assommoir social pour créer davantage des inégalités. Et à partir de là, cela témoigne à suffire que l'impôt devient donc un instrument de politique économique d'un État et même de souveraineté économique d'un État. Absolument. Maintenant, à la question que vous posez sur les rapports de la justice, M. Boubangomla, quelle que soit la conception montesquienne de la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire qu'une séparation organique, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, ce qui est important à révéler, c'est que les rapports institutionnels sont toujours marqués par une collaboration à sens unique au profit du pouvoir exécutif. Parce que quand nous regardons les 3 institutions de l'État, c'est le pouvoir exécutif qui a le plus grand nombre de charges. Et c'est à lui que confère justement la gestion de l'État. Et à partir de là, c'est bien difficile de voir que le pouvoir exécutif se démarque complètement des autres institutions de l'État. Par exemple, les rapports entre l'exécutif et le judiciaire sont des rapports connus. Par exemple, le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Vous voyez, il nomme et révoque les magistrats. À partir de là, on ne saurait véritablement parler d'une séparation étanche entre séparation véritablement fonctionnelle entre l'exécutif et le judiciaire. Mais maintenant, il faut savoir que la justice contribue à l'amélioration du climat des affaires. Absolument. Parce que la bonne justice. Et la bonne justice. Parce que si, imaginez-vous Boubangomla, les crimes économiques, quelqu'un de tout 50 milliards et il est libéré, on le libère, quelle est l'idée qui tombe sur le regard qu'on gère sur la justice? C'est-à-dire que ça tombe sur le principe voleur-payeur. C'est-à-dire que tu as volé et tu peux payer, c'est-à-dire restituer le corps du délit et d'être éventuellement libéré. Donc la justice contribue à la consolidation même de l'état de droit. Parce que quand une justice est administrée et bien rendue, elle permet justement d'avoir du recul sur la chose publique. Et c'est à partir de là que, sur les questions justement d'investissement, si la justice n'est pas bonne, elle va faire fuir les investisseurs dans votre État. Donc pour cela, la justice doit être rendue pour essayer justement d'inciter les investisseurs à venir développer dans notre pays. Alors, signor Barissa Achou, puisqu'on parle de droit, il n'y a pas mieux placé sur ce plateau que vous, du moins en ce qui concerne le praticien du droit, que vous êtes au quotidien, toujours devant les prétoires. Quel regard vous jetez sur notre justice par rapport à ce domaine? Oui, j'aimerais qu'on laisse la politique, n'est-ce pas, aux politiciens, comme le dit souvent un grand frère. Lorsqu'on parle du droit, n'essayons pas d'y mêler la politique. Les hautes instructions n'ont pas de place devant les tribunaux. Je vais vous donner une justification légale. Je prends le droit pénal et j'ai dit l'article 310, alinéa 3,
fait obligation aux magistrats de juger selon la loi son intime conviction. Il ne doit prendre en compte ni les rumeurs, ni aucun élément qui soit extérieur au dossier. Alors qu'on ne nous dise pas que quelqu'un a dit qu'il a agi parce qu'il y a eu haute instruction. Ça, c'est pas un magistrat. Donc, pour ce qui est de la contribution, n'est-ce pas, de la justice pour l'éclosion des affaires, vous savez, le monde des affaires ne serait rien sans le droit au WADA. Le droit au WADA, c'est le tribunal qui habite, c'est le tribunal qui l'applique, qui remet la pendule à l'heure. Bon, est-ce que nous avons des bons magistrats? Est-ce que la justice est bien administrée? Ce n'est pas un secret. Dans toute l'Afrique, en principe, s'il n'y a pas de... À quelques exceptions près, le Cameroun a une très bonne justice. Je vous le dis, à quelques exceptions. Donc, sauf si... Bon, il y a quelques brebis qui décident, n'est-ce pas, de se satisfaire. Mais je dis, en général, nous avons une très bonne justice. On a des magistrats qui sont bien formés, qui travaillent très bien. Et vous n'avez pas besoin, M. Bouba, vous n'avez pas besoin d'être riche pour gagner un procès dans ce pays. Sinon, nous, on ne serait plus en exercice. Parce que si la justice devait être vendue, comme beaucoup le prétendent, les pauvres n'auraient jamais gain de cause. Donc, nous avons une très bonne justice. Et ceux qui pensent que la justice camerounaise n'est pas au service des affaires se trompent. Parce que cette justice, si vous voyez le nombre de sociétés qu'il y a dehors là, ça veut dire que ces sociétés trouvent leur compte dans la justice. Aucune société n'existe sans avoir de contentieux. Tout le monde a le contentieux. Et quand ils vont au tribunal, ils sont satisfaits. C'est pour cela qu'ils sont encore là. Ils sont encore là. Et vraiment, allez-y, appliquez le droit au WADA. Vous allez voir que c'est favorable aux sociétés. C'est favorable, n'est-ce pas, à l'éclosion de l'environnement des affaires. Et moi, je veux dire, nous ne devons pas mélanger, n'est-ce pas, la politique au judiciaire. Parce que si vous voulez aller du côté politique, je vais vous dire, monsieur Luçon, le Cameroun n'a pas trois organes. On n'a pas trois organes. Nous parlons ici au Cameroun de l'autorité judiciaire. Il n'y a pas d'organe judiciaire. Si vous voulez corriger moi. On n'a pas d'organe judiciaire, on a l'autorité judiciaire. Parce que la justice au Cameroun est placée sous le ministre de la Justice. Sous tutelle du ministère de la Justice. Alors donc vous ne pouvez pas parler, n'est-ce pas, de contre-pouvoir et tout ça. C'est une justice qui est atypique, parce que contrôlée par l'exécutif. Attendons le jour où on va changer pour rendre la justice au Cameroun indépendante. Pour le moment, elle ne l'est pas. La justice est sous la tutelle, n'est-ce pas, du ministère de la Justice. Alors, moi, je voudrais qu'on mette un peu le doigt sur la plaie, avec un exemple patent qui a quand même fait couler beaucoup d'encre de salive, notamment le cas du PAD, avec un magistrat qui avait déclaré en Mondo Vision qu'il avait reçu des instructions pour condamner le directeur général du PAD. Par la suite, l'affaire est allée en instance supérieure et on a eu une décision rendue, une décision qui casse la Cour suprême. La Cour au niveau de la Cour suprême. Est-ce qu'à partir de cet exemple-là, on ne peut pas parler vraiment d'une indépendance de la justice? Écoutez, d'abord, je ne suis pas d'accord avec maître le seigneur barrister Achou. Je pense qu'il ne faut pas confondre l'administration de la justice et l'institution judiciaire. Le ministère de la Justice gère le personnel de l'équipe concours à la réalisation des tribunaux, des décisions de justice. Mais, maître, s'il vous plaît, c'est le parquet qui est sous les ordres du ministre, mais les magistrats du siège ne sont pas, en principe, sous l'ordre du ministre. Oui. On peut faire ce débat. Là, moi, je suis intéressé par votre question. Pourquoi? Parce que toute ma vie, j'ai vécu dans le monde des affaires. Et ces derniers temps, j'ai suivi cette affaire que vous appelez PAD. En fait, c'est l'affaire Canabois-PAD. C'était ça, non? Oui, parce qu'il faut qu'il y ait deux parties. Et ça m'a amené à m'interroger.
il y en a d'autres, mais ça m'a mené à m'interroger quand j'ai appris, alors d'une façon enthousiaste, la décision de la Cour suprême. Je vous dis pourquoi. Voilà, vous devez savoir que l'État lui-même est un acteur économique, est un entrepreneur. Dans sa gestation économique, prenons le PAD par exemple, c'est une structure qui fait des affaires et son patron, qui est son mandataire social, signe des contrats, y compris à l'étranger. Et si vous commencez à pénaliser ces décisions intuitives personnelles, vous lui enlevez le pouvoir de réaliser toute la mission qu'il a en tant que mandataire social. Ça, c'est un aspect. Mais le deuxième aspect, quand on lit la lettre que Maître Achou connaît mieux que moi, de ce jeune juge de Douala Bonandio, je crois, mais c'est pathétique. C'est-à-dire qu'effectivement, comme il dit, il n'a pas jugé en son nom, au nom de la loi, ni en son âme et conscience. Il était sous des pressions des forces occultes. Il ne donne pas les noms de ces forces. Vous comprenez? Et c'est très grave. C'est très, très grave parce qu'une des rares structures performantes de notre économie, surtout la partie publique, c'est le PAD. Et voir que son PDG, sur une affaire de bail, n'est-ce pas, d'un bail commercial, ça débouche d'abord sur le fait que quelqu'un qui est mauvais, je dis schématiquement ce que nous savons, quelqu'un qui est un mauvais loueur, mauvais payeur, on lui réclame le loyer et il s'en sort en faisant condamner son bailleur sur 3 milliards et en même temps il essaie de mener une opération, on ne sait pas sur quelle base judiciaire, pour faire condamner un titre personnel le patron sur son bailleur. C'est du jamais vu dans les affaires. Ouais. Et moi, quand j'ai lu la décision de la Cour suprême, j'ai dit, nous avons un grand pays. Parce que la Cour suprême, si la fin de la récréation, en demandant à ce que la justice soit menée en toute sérénité. On ne va pas entrer dans le détail puisque l'affaire est pendante, je crois même. Mais elle délocalise. Là, c'est une mauvaise nouvelle pour les juges qui s'amusent à être sous l'influence des groupes d'intérêt. Parce que sa délocalisation veut dire que la cour dans laquelle ça s'est passé doit faire quelque chose pour redorer son blason et montrer. Et donc, dans cette affaire que vous venez de mettre là, la Cour suprême vient de réparer un tort qui aurait été porté sur la considération que nos partenaires économiques ont sur la place du Cameroun, parce que la justice est la seule garantie de la sécurité des contrats. Parce que le monde des affaires, c'est le monde des contrats. Vous comprenez? Et dans cette affaire, Maître l'a dit, s'il y avait des objectifs politiques, c'est dommage. Mais là, on a dépassé toutes les limites parce que c'était devenu un film de science-fiction. Apprendre que le directeur général de l'une des plus grandes structures de notre pays économique, on doit le faire sortir par la porte arrière pour échapper à une arrestation sur une affaire de location de magasins non payés. C'est extrêmement grave. Je crois que donc la Cour suprême a rendu service à la place du Cameroun parce que nous sommes dans une compétition des États. Les investissements ne vont pas partout. On va chez le mieux disant. Dominique n'aime pas ce mot parce qu'il le trouve libéral. Si vous avez un État où les décisions... où les décisions de justice... Écoutez, moi je vais dire le nom. Hein. C'est-à-dire qu'on se pose la question, s'il n'y a pas une opération sur la personne, des services morts. Vous comprenez? Pourtant, je suis désolé de le dire, pour moi c'est l'un des meilleurs managers dans le service public parce qu'un jour, il faudra nous faire un débat sur la qualité du service public au Cameroun. Le service public doit être productif. Alors, sur cette affaire, est-ce que l'État ne démontre pas quand même l'indépendance de cette justice? Mais elle demande quelque chose sur Non, juste d'abord lui, ensuite je vous reviens. Encore une fois, je n'irai pas dans le commentaire de ce qui se fait. Parce que aller dans le commentaire de ce qui se fait nous dispense de poser les questions fondamentales. Après, ça va se régler, croyez-moi. Et c'est en train de se régler. Donc, c'est pas ça la question essentielle. La question essentielle, c'est celle de la place de la justice dans notre État. Lorsque vous avez une justice, là, j'entends dire que le ministre de la Justice, il gère le personnel. Non. Le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, tous les magistrats de ce pays, ce d'autant plus qu'on part du siège au parquet en fonction de la nomination, ça veut dire que
le patron de la justice dans ce pays, c'est le président de la République. Parce qu'à partir du moment où c'est lui qui nomme et c'est lui qui démet, c'est lui le patron. Encore une fois, je partage mes réflexions dans cet ouvrage et je dis qu'on peut organiser la justice autrement. Et ça va libérer les compétences, la qualité des hommes que nous avons dans notre magistrature. Parce que ces gens-là sont bridés. Ces gens-là n'arrivent pas à s'exprimer. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas vous exprimer si une épée de Damoclès est sur votre tête. Absolument. Et vous rappelle à chaque fois que si vous ne suivez pas la ligne, absolument, vous pouvez être envoyé dans le dernier tribunal créé dans le village le plus éloigné. Je pense que, d'abord, il faut que la justice soit comprise comme un pouvoir. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Montesquieu, parce qu'on peut avoir d'autres formes d'organisation sociale. Elle n'est pas la seule, ni la meilleure d'ailleurs. Et on peut effectivement organiser la justice autrement, de telle manière que le président de la République ne nomme jamais un magistrat, mais peut le démettre, parce qu'il a quand même, en tant que chef de l'État... Et qui le nomme? J'y arrive. En tant que chef de l'État, il doit quand même s'assurer que tout fonctionne bien. Donc il peut démettre, il peut opposer un veto lorsqu'un magistrat accède à un poste. Les magistrats peuvent avoir une organisation qui en fasse un corps autonome où on accède au poste par la volonté des pairs. C'est-à-dire que c'est entre eux, mais ce ne serait pas seulement les seuls magistrats, ce serait au moins les avocats. Un avocat peut très bien devenir président d'une cour d'appel ou d'un tribunal. Oui. Et tous ces gens-là, entre les avocats et les magistrats, on pourrait même, ça commencerait par l'organisation de leur formation. Est-ce qu'on a forcément besoin d'avoir l'ENAM? On peut préparer tous nos magistrats. Une école de droit. On peut préparer nos magistrats dans une école spéciale ou dans les cabinets à la fois des procureurs et des avocats. Exact. De cette sorte qu'on n'a pas besoin de la filière magistrature à l'ENAM. Et de cette façon-là, ils auront une vue panoramique de ce que c'est que la pratique du droit, du point de vue des avocats, tout comme du point de vue des magistrats. Absolument. De cette façon-là, quand ils accèdent au poste, le président peut dire parce que le président a les services de renseignement. Il peut savoir que vous êtes quelqu'un de pas sérieux. Oui, il peut y avoir des conflits d'intérêts. Vos collègues peuvent ne pas le savoir, aux confrères, c'est comme ça que vous appelez. Donc, peuvent ne pas le savoir. Et là, l'exécutif dit non, il y a un conflit d'intérêts à tel endroit, il ne doit pas y accéder. Donc, de ce point de vue, compte tenu de cela, ce qui se passe dans cette affaire particulière du port autonome, ça fait partie, si vous voulez, je vais encore le dire, mais il va dire le panafricanisme. Mais je suis désolé, si au moins il y a des gens qui ont le mérite de défendre l'Afrique et que cela peut faire sourire, c'est dommage. Parce que nous n'avons pas une deuxième patrie, nous n'avons que le Cameroun et non que l'Afrique. Nous les défendons bec et ongle, corps et âme. Ceux qui ne veulent pas les défendre, c'est leur choix, on le respecte. Mais le moment venu, ils devront se prononcer. Et je dis, une justice organisée selon les bases, qui sont les bases de nos traditions et de notre culture, ne fonctionnerait pas comme ça, n'aurait pas de telle défaillance. Vous humiliez un homme comme ça, qui a permis à ce pays, l'une des rares fois où ce pays a été fier. Bravo, on est d'accord. Vous l'humiliez parce que vous avez une justice qui n'est pas organisée comme il le faudrait. Eh bien, cela interpelle sur ce que c'est que la justice dans notre pays et pour quelles raisons. La plupart des hommes d'affaires, justement, au lieu de chercher protection sous la loi, cherchent la protection sous les autorités. C'est dommage. Et ça, c'est dommage, parce que la loi est au-dessus des autorités. Il n'y a pas une seule. Même le président de la République, c'est sous la loi. La loi est ici, nous sommes tous là. Et ça devrait être ça la règle. Et c'est ça les sociétés traditionnelles africaines. Et c'est ça nos valeurs. Alors, Signor Barissa. Je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que disait le grand frère Nkonto. Condamner un directeur de société à une peine de prison au Cameroun, c'est illégal. En droit pénal des sociétés dans ce pays, on ne peut condamner un chef d'entreprise qu'à une peine d'amende. Bravo, Barista. On ne peut le condamner. Ça, c'est la loi qui le fait. Oui, c'est le code pénal. On ne peut le condamner qu'à une peine d'amende. Donc, si ce monsieur a été condamné à une peine de prison, c'est un avec privative de liberté. C'est illégal, vraiment. Il y avait un mandat d'arrêt. Non, c'est illégal.
Deuxièmement, Maître Nkoma dit ici tout à l'heure... Ah, merci de m'avoir admis dans votre profession. Plusieurs d'entre eux bravo, Achou. Merci. Bravo, frère. Vous savez qu'il y a plusieurs médecins comme nous. J'ai plusieurs confrères qui s'appellent comme nous. Non, il y en a deux, Alice et Aurore. Si vous mettez Hervé Emmanuel, ça va faire trop, c'est pas trop. On ne devient pas avocat parce qu'on a appelé son nom à la télé. Bon, je disais donc, Emmanuel disait tout à l'heure que le ministre de la Justice contrôle le parquet. Oui. Et il ne contrôle pas les magistrats du siège. Je voudrais dire que les statuts, n'est-ce pas, de la magistrature, le statut spécial de la magistrature, comportent des dispositions qui vous permettent de voir que le ministre de la Justice contrôle et les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Le ministre de la Justice est compétent pour suspendre un magistrat du siège. En dehors du conseil. Précis, en dehors du conseil. Absolument. Il peut même suspendre son salaire. Oui. Oui. Il peut même l'affecter. C'est un fonctionnaire, Achou. Non, le magistrat est un fonctionnaire. Je parle des magistrats. Oui, je dis c'est un fonctionnaire. Il peut l'affecter d'une juridiction à une autre. Donc, vous voyez bien que le ministère de la Justice contrôle tous les magistrats. J'ai parlé du principe maître. Je n'ai pas dit que... Alors, c'est le spécialiste du droit public que j'interroge dans l'aboutissement de cette affaire au niveau de la Cour suprême. Est-ce que l'État démontre que même si au niveau de la base, il y a eu quelques dysfonctionnements, mais au niveau du sommet, l'État garde toujours la main pour permettre que la nation reste debout? Bien entendu, ce n'est pas pour rien qu'il existe le double degré de juridiction. La première juridiction peut se tromper et la seconde corrige l'erreur de la première. Et je voudrais indiquer aussi que le président de la République, il faut revenir un peu là-dessus, Bobongomda, est le garant de l'indépendance de la justice. Vous voyez, on le dit, le président de la République est le garant de l'indépendance de la justice. Et vous voyez, à un moment donné, le président est au-dessus de la justice. Parce que quand la Constitution peut lui accorder l'exercice du droit de grâce, cela veut dire que la justice peut vous condamner et le président vous libère. Absolument. Vous voyez, Boubangomla. Donc c'est pour dire que la question justement de la séparation, parce que tout à l'heure, Jean disait qu'il conteste Montesquieu. J'ai dit, quelle que soit la conception qu'on peut donner de la séparation du pouvoir, dans un contexte comme le Cameroun, c'est extrêmement compliqué et complexifié. Parce que quand vous voyez, aujourd'hui, on vous parle d'une justice aux ordres. Et nous avons eu un magistrat qui a fait une sortie pour nous dire que je n'ai pas rendu cette justice de par ma conscience ou en m'appuyant sur la loi. C'était une dénonciation. Et j'ai suivi des instructions. Bien sûr, oui. J'ai suivi des instructions. Oh, le code, Bertrand venait de nous dire, nous c'était une disposition pertinente du code pénal, qu'il faut s'appuyer sur la loi parce que la justice est rendue au nom du peuple. Et ça fait de sorte que, et c'est intéressant de le dire, qu'aujourd'hui, avec le système du double degré de juridiction, ça permet de corriger des impairs qui sont justement commis au niveau de la première juridiction qui aurait rendu la justice. Donc la Cour suprême, j'allais dire, oui, la Cour suprême a fait bon droit de rendre cette décision justement pour essayer de venir recadrer les choses. Et comme Achou l'a dit, mais Seigneur Barista, mais c'est tout à fait important. Un directeur d'une entreprise ne se fait pas condamner. Un mandataire social. Il paye les amendes. C'est-à-dire que c'est la sanction qui est prévue par les textes. Et quand on va jusqu'à une condamnation, cela veut dire que ce n'est plus une justice qui est rendue de bon droit, mais c'est une justice qui repose sur des personnes. Alors, in fine, Hervé, Emmanuel Combe, est-ce qu'on peut dire que la justice camerounaise est propice finalement au monde des affaires sur la base de ce qui... Alors, là, c'est là que les deux sujets se rejoignent. Parce qu'on veut créer, quand le DGI descend à Douala, c'est pour améliorer le climat des affaires. Et l'amélioration du climat des affaires, c'est aussi la sécurité judiciaire, juridique, de l'environnement des affaires. Justement. Vous comprenez? Moi, je voulais savoir comment quelqu'un qui ne paye pas ses loyers peut obtenir à vous mettre en prison. Parce que vous lui réclamez les loyers. Non. Et de surcroît, on est là dans une situation où le bailleur, c'est l'État. Parce que, je m'excuse, dans cette affaire, c'est le directeur général du PAD agissait il n'agissait pas un tutu personnel, il agissait ex qualité. C'est pas ça, mais bon. Donc,
nous sommes devant une situation, et c'est bien que vous ayez évoqué cela, il y a d'autres affaires aussi qu'on pourrait mettre sur la table, c'est-à-dire vous avez une décision du gouvernement qui vous défiscalise, même partiellement. Je ne vais pas dire c'est bon ou c'est pas bon, pardon Dominique, ne m'étonnez pas, mais des fonctionnaires s'opposent à la décision de leur tutelle. Donc, vous touchez là aujourd'hui un des aspects de débat que nous devons aborder, et le patronat ne devait pas faire l'économie de cet aspect, c'est-à-dire justice, fiscalité, sécurité du monde des affaires. Et moi, je suis content qu'on ait parlé de ce cas, parce que ça m'a rassuré. Vous comprenez? Et je ne sais pas quel est le canal qui a été suivi, si c'est une saisine d'office, mais je ne crois pas que la Cour suprême puisse le faire. Mais la décision qui ne met pas fin à l'affaire, mais qui siffle une mi-temps. Mais bon, bon, c'est une mi-temps, mais ça donne la considération que nous voulons avoir de notre justice. Parce qu'il n'est pas bon qu'un magistrat vous condamne simplement sur la base de ses seules démangeaisons, alimentaires ou pas. Et ce jeune magistrat, moi, je suis malheureux parce que je crois qu'il est plutôt en situation de détresse. Voilà. Mais je suis d'accord de la réforme que Dominique propose. Je pense que l'ENAM ne doit plus être l'endroit où on forme tout le monde, parce que ça forme plutôt parfois des gangs ou des groupes organisés qui se ciblent les uns les autres. Et je pense qu'il parle d'une révolution, c'est-à-dire qu'un avocat peut être un très bon président du tribunal d'instance, parce qu'il sait comment circulent les gens. Et c'est ça qu'on veut, que nous ayons un monde des affaires serein, où ils n'ont pas peur qu'une décision de justice vienne perturber l'évolution d'une entreprise, qu'elle soit publique ou privée. Merci, cher monsieur, pour cette première thématique consacrée, bien sûr, à la Direction générale des impôts, le JICAM, si vous voulez, le patronat et la justice camerounaise. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour un monde des affaires meilleur? Nous avons essayé donc d'apporter quelques précisions par rapport à cette thématique. On va prendre une courte respiration, juste une virgule, un jingle qui nous conduira à la deuxième thématique consacrée à la Fédération camerounaise de football. FECAFOOT, pendant que les différentes nations qualifiées à la prochaine Coupe du Monde au Qatar se préparent sereinement du côté de la Fédération camerounaise de football, on cherche encore un équipementier qui devra accompagner les Lions indomptables à la prochaine Coupe du Monde. Les Lions ont joué un match amical cette semaine et perdu 0-2. Autre test est prévu mardi prochain, ce sera face à la Corée du Nord, Corée du Sud, autant pour moi. Pendant que les uns et les autres se préparent, nous, on est encore dans une querelle sur l'équipementier. Devons-nous être surpris du résultat au mois de décembre, au moment où le président de la Fédération camerounaise de football déclare qu'il va au Qatar pour disputer 7 matchs qui est l'équivalent d'une victoire, c'est-à-dire un trophée qui devra revenir au Cameroun. Sommes-nous loin de la réalité? C'est un rêve, une fiction, ou alors des ambitions démesurées du président de la FECAFOOT? Je pense qu'il faut considérer que nous avons le droit de nous donner des objectifs. De nous donner des objectifs tellement hauts qui vont permettre de stimuler nos compétences, notre créativité et nos performances. Nous en avons absolument le droit, et avoir un président qui fixe des objectifs élevés est une très bonne chose. Ça veut dire qu'il tire tout le monde vers le haut. Par contre, je ne comprends pas très bien le ramdam qu'il y a autour de cette affaire FECAFOOT, Coq Sportif. Nous venons de discuter longuement ici des questions de protection des entreprises, et nous en avons tiré quelque chose de particulier. C'est la loi des parties dans les contrats. Et il n'y a aucun contrat dans le monde où une partie n'a pas le droit de mettre fin à ce qui lie
Il y a ce qui a été à l'origine du contrat. Tout le monde peut résilier un contrat. Après, le reste, ce sont des négociations. On négocie pour tout, M. Boba. On négocie pour les centrales nucléaires, on négocie la paix entre des pays qui sont en guerre. Pourquoi est-ce qu'une banale affaire entre deux pays, entre une association de footballeurs et un fabricant de vêtements ne serait pas quelque chose de totalement banal, enfin, de quotidien? C'est pas ça qui m'intéresse dans cette affaire. Moi, il y a quelque chose d'autre qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans cette affaire et qui me semble être mis en relief et que je n'ai pas entendu depuis, c'est en réalité la question politique et économique autour de cette affaire. La première chose, c'est que j'avais posé cette question en 2020 ou 2019 et les gens m'avaient dit « ouais, mais c'est pas l'objet ». Nous avons, semble-t-il, je parle sous le contrôle de Hervé Emmanuel Com, semble-t-il dépensé 3 000 milliards pour organiser la CAN 2019 qui est devenu 2021. Vous savez, il nous fallait prendre juste 1% de ce montant, 1%, pour créer une entreprise qui aurait pu fabriquer des équipements sportifs dans ce pays. Donc je ne comprends pas très bien pour quelle raison nous avons du coton, on en transforme 4% bon en 2% mal en, et puis nous avons du mal à habiller toute la nation parce qu'il n'y a pas assez de coton, on n'a pas assez de capacité de transformation. Et on est là aujourd'hui à discuter, à tirer le pays dans tous les sens à cause d'une affaire qui n'a pas autant d'importance que ça. 30 milliards auraient suffi pour créer une entreprise qui fabriquerait tout ça. Et si on l'avait fait, enfin, moi je ne comprends pas, la SNI, SICAM, les gens qui dirigent ces entreprises font quoi là-bas? Ils font quoi? C'est quoi leur boulot? Alors, leur boulot, c'est de s'assurer que ce pays se développe. Alors, ils ne font rien, ils sont quand même assis, alors que la SICAM avait là une opportunité de devenir un équipementier de solution là. Et ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, on est là à ne pas comprendre pour quelles raisons les gens sont ministres et notre pays n'évolue pas. Notre pays n'évolue pas. Les gens sont pauvres. Monsieur les gens... procureur. Non, je ne suis pas procureur, mais c'est mon rôle. Ah oui. Le peuple, c'est le procureur. Et vous savez, le procureur, il agit au nom du peuple. C'est ça, le peuple peut donc reprendre sa place de procureur pour dire à tout le monde, mais messieurs, vous occupez des postes, c'est quoi votre boulot? C'est quoi vos résultats? Quel est le bilan? On n'en voit rien. Or, la question de fond, c'est que on aurait pu faire ça. Et on serait aujourd'hui, en donnant tout ça, sécurisant ce marché-là, pour dont l'équipementier national qui aurait pu développer SICAM et SNI, auquel aurait dû penser le ministre de l'économie, ou les ministres de l'économie, le ministre des Finances, Commerce, Sport, etc. Eh bien, cet équipementier national aurait les moyens d'apporter à notre équipe nationale tout ce dont elle a besoin. La conséquence néfaste, je sors par là, c'est quoi? C'est que nous avons deux icônes mondiales, deux immenses personnalités mondiales qui sont des actifs et des atouts. Bon, actifs, c'est peut-être financier, mais c'est vrai qu'ils le sont. Et des atouts pour ce pays. Mais dans quoi ces gens-là se retrouvent-ils? Mêlés à des intrigues sans fin, comme si c'était la seule chose que le gouvernement du parti d'Emmanuel Nkom sait faire dans ce pays. Organiser les intrigues et appauvrir le peuple. Alors, finalement, pourquoi est-ce qu'on doit se retrouver dans une affaire de deux icônes, Samuel Eto'o, et puis de l'autre côté, Yannick Noah, qui défend les intérêts du coq sportif, alors qu'au fond, ce n'est pas un problème qui oppose les deux personnes, mais il y a un problème de contrat. Pourquoi les gens ont déporté la querelle dans ce domaine, laissant même le problème fondamental qui est un problème contractuel. Bon. L'un défend son association, l'autre défend également. Bon, d'abord, je commence par la fin. Dans cette affaire, vous ne pouvez pas mettre sur le même pied les deux personnalités. Si vous avez peur de prendre une position, elle est claire. Dans cette affaire, Samuel Eto'o agit pour les intérêts de la fédération. Point barre. D'accord. Et il est libre d'apprécier les avantages et les inconvénients contractuels de la situation avec Coq Sportif. Monsieur Noah, dans cette affaire, oui, icône mondiale, agit en tant que... agit en tant qu'homme d'affaires. Donc il agit là comme un homme d'affaires. Et quand on entend sur les médias, je vais citer les noms, je suis triste de voir le ton, par exemple, de Mathias Eric Onangini ou d'autres qui sont en train de politiser, tribaliser cette affaire. Non.
il s'agit, et c'est là qu'il y a un problème, y compris à la FECAFOOT, la communication. Parce qu'en réalité, comme disait Dominique, un contrat, c'est la loi des deux parties. Pacta sunt servanda. D'accord? Et il y a des clauses qui vous permettent de rompre cela si vous pensez que vous n'êtes plus dans, c'est plus dans votre intérêt. L'approche qui a été faite dans cette affaire, c'est que la FECAFOOT, pour enlever les noms des personnes, a jugé que le contrat avec Corps Sportif ne lui rapportait pas assez et qu'elle pouvait avoir mieux. Ce qui est légitime. Elle a pris cette décision. Est-ce que cette décision a respecté le contrat lui-même? Apparemment, oui, parce qu'on découvre qu'il y a une clause qui permet que la FECAFOOT rompe le contrat et a une période de 6 mois pour laisser le fournisseur écouler sa marchandise et lui-même utiliser la marchandise qu'il a acquise simple. D'accord? Après ça, vous voyez des gens qui rentrent chez le Premier ministre, ils invoquent les ancêtres et tout, et bon, c'est là qu'il y a le trouble à l'ordre public. Vous comprenez? Et Yannick Noah aussi a raison, mais à condition qu'il affiche d'aller défendre ses investissements. Mais ces investissements ne s'imposent pas parce qu'il est Yannick Noah. Du tout. Ce qui s'impose, c'est l'intérêt du Cameroun et de la fédération. Et je pense que lorsque la fédération, dans sa communication, est sortie 4 fois et ça a donné l'impression cacophonie que ce n'était pas la même chose, on dit dans la loi des communicants, quand vous n'êtes mal compris, c'est que vous avez mal communiqué. Voilà quelqu'un qui... Donc, je crois que là, l'incompréhension, et les Camerounais aiment des querelles inutiles, ils jouent maintenant la compétition des influences. Le gouvernement même a entraîné dans quelque chose qui relève du monde des affaires. Il faut mettre le contrat sur la table. D'abord, la fédération est libre de rompre son contrat avec Corps Sportif. Pourquoi elle n'a pas fait tout ce tam-tam lorsqu'il a rompu avec Puma? Et à ce moment-là, les supporters sont aussi libres de s'interroger, est-ce qu'on a fait un saut qualitatif en allant avec One Sport ou on a régressé? C'est de ça qu'il s'agit. Si la fédération gagne plus d'argent et a plus de disponibilité avec le nouveau contrat, c'est l'intérêt. Et il faut qu'on arrête et des gens qui rentrent là-dedans détournent cette affaire, en font une affaire politique. Et ça ne devient même pas, ce n'est plus l'intérêt du Cameroun ni de la fédération, ça devient l'intérêt politique des groupes organisés. Et vous mettre des gens... moi, j'étais très heureux d'entendre Samuel Eto'o dire il a fermé ses oreilles pour écouter les louanges et il les a fermées aussi pour subir les agressions. Alors, je termine là-dessus en disant, le 2-0 qu'on a eu avec les Ouzbeks, ben écoutez, je suis allé... C'était un match amical, voyons. Non, Bouba, ne me piège pas, parce que tu es un des meilleurs connaisseurs du sport, surtout du football. Mais je vais simplement dire une chose. En match de préparation en 2021, je crois, le Portugal s'est fait battre par le même Ouzbékistan, par 3 buts à 1. D'accord? C'était pas la fin du monde. Et il faut arrêter, parce qu'on a un petit crédit dans la parole publique, d'enfumer les Camerounais, de faire la désinformation et de créer même les conditions pour une guerre civile. Vous comprenez? Non, ça, il ne faut pas accepter cela. Alors, Signor Barista, je vous vois cette affaire comment? Hervé Emmanuel, comme a dit que la FECAFOOT a le droit de rompre le contrat avec Corps Sportif s'il estime que ce contrat ne lui rapporte pas assez. Voilà. Alors, moi, je dirais, lorsque le président de la FECAFOOT annonce que les joueurs de première division vont désormais percevoir un salaire de 200 000, et ceux de la Ligue, 75 000, personne ne se pose d'où vient l'argent. La question de savoir d'où vient l'argent. On est content, on ne veut pas savoir d'où vient l'argent. Alors, si le FECAFOOT constate que One Sport est capable de lui permettre, n'est-ce pas, de payer de l'argent aux joueurs, vous croyez que c'est une mauvaise chose? Bravo, moi j'aimerais que cette polémique-là soit... C'est l'agitation. Que les gens se taisent et qu'on continue. Il a encore dit, lorsqu'on a rompu le contrat avec Puma, personne n'a bronché. Pourquoi doit-on faire le bruit maintenant quand c'est Corps Sportif? Bon, pour moi, il n'y a même pas match, il n'y a même pas de problème parce que Yannick Noah, futur Camerounais, c'est un businessman. Et ses affaires, ses propositions n'intéressent plus la FECAFOOT. Donc qu'il aille proposer ça à d'autres fédérations.
Maintenant, l'Africa Foot préfère One All Sport, qui, à mon avis, me satisfait. Je ne suis pas l'Africa Foot, mais quand je vois que les joueurs vont percevoir des salaires, je suis content. Bon, maintenant, je reviens à... Le code sportif, c'est en bleu, blanc, rouge. Hein. Vous avez vu des équipes qui jouent avec les... C'est un Français, non? Ah non. C'est couleur de France. Moi, je suis en couleur du Cameroun. Bon. Vous poursuivez, Signor Barista. C'est un barista. Bon, maintenant, je vais à Séoul pour voir le deuxième match. Le premier match. Il a parlé du 2-0 contre l'Oubéski. Oui, je préfère perdre tous les matchs de préparation et bien préparer le tournoi que de gagner les matchs de préparation et perdre le tournoi. À notre dernière Coupe du Monde, on avait gagné combien de matchs de préparation et on a gagné combien de matchs en compétition. Là, il faut que les gens s'avisent. Il faut que les gens s'avisent. Regardez, lorsqu'on partait jouer le dernier match de qualification, on avait un problème. Notre milieu de terrain n'est pas venu. Zambo. Oui. Il est absent. L'équipe a souffert. Oh, maintenant, on met Zambo à côté pour chercher des alternatives. Les gens pleurnichent. Oh, on n'a pas aligné. Oh. Le coach a même dit, Choupo revient de blessure. Zambo, on le connaît. On ne cherche pas quelqu'un qu'on connaît. Les gens ne veulent pas savoir. Alors, s'il arrive qu'il y a un problème encore au milieu là, vous allez remplacer celui-là par qui? C'est pour cela que je préfère que le coach teste de nouveaux joueurs. Et je dirais même qu'il faut qu'il teste même de nouveaux gardiens. Oui. Pourquoi est-ce qu'il met Onana à tous les matchs? Il y a d'autres gardiens qui chauffent les bancs. Il faut qu'il teste tout le monde. Parce que s'il arrive quelque chose à Onana... Non, moi je suis très franc. Lors de la Coupe d'Afrique ici, là, on en a eu un accident sur la route. Oui. Alors, s'il lui est arrivé... C'est l'axe lourd. S'il lui est arrivé, on a fait quoi? Donc, moi, je dirais qu'il faut qu'il teste d'autres gardiens. Pour que s'il y a un problème, on ne souffre pas. Donc, qu'on fasse même venir, parce qu'on est dans la période de test. Il y a Fabrice Ondoa qui nous convainc beaucoup, qu'il le fasse venir. C'est un très bon goal. C'est un très bon goal. Qu'il le fasse venir, qu'on le teste aussi, qu'on sache. Parce qu'on a eu Nkono et Bell. Des très bons. Très bien. Très bon. Oui, mais ils jouaient. Les deux se relayaient. Alors pourquoi pas? Alors pourquoi pas relier Onana et Ondoa? Donc il faut qu'on cesse, n'est-ce pas, de polémiquer sur des politiques, n'est-ce pas, qui permettront à l'équipe d'avoir une meilleure sélection. Hein? Il faut qu'on cherche des Camerounais qui sont capables de jouer, qu'on les teste et qu'on les mette, n'est-ce pas, qu'on n'aligne pas les noms, qu'on aligne les performances. Absolument. En tout cas, le président de la fédération, à l'issue de cette rencontre, a déclaré qu'il était content que le Cameroun ait perdu. Il a même souhaité qu'on perde pour mieux voir les dysfonctionnements de cette équipe pour l'avenir. Donc, il maintient, pour aller dans le même sens que vous, que personne n'a sa place assurée dans cette... Personne n'a de titre foncier dans cette équipe nationale. Peut-être à la prochaine fenêtre, on trouvera une autre équipe. Pourquoi pas mardi contre la Corée encore, notre sparring partner. Mais pour revenir sur le problème de fond, qui avait été la mise au point, et que en cas de rupture, les Lions pouvaient continuer encore. La preuve, c'est pour ça que les Lions continuent encore à jouer. Justement, et il a indiqué que nous verrons dans One World Sport à la Coupe du Monde en novembre. Et cela m'a rassuré. Ça permet de taire le débat. Bon, maintenant, les gens veulent entrer dans des élucubrations tribales, ethniques, politiques. Vraiment, il faudrait qu'on arrête tout cela. Et vous voyez aujourd'hui, on retombe sur le climat. Des affaires. Vous convenez avec moi que de telles tensions, pendant qu'on l'a évoqué, les pays qui vont à la Coupe du Monde ont déjà tous leur équipementier, leur tenue, c'est connu. Nous avons encore un problème. Et je pense qu'à la sortie du directeur de la communication, j'espère que pour une fois, les atermoiements vont s'arrêter et qu'en novembre, on verra l'équipementier One All Sport qui a été choisi Ils ont été retenus par la FIFA. Bon, maintenant, par rapport au match, moi, je dois vous avouer, et je souscris entièrement à la sortie du président de l'Africa Foot. Vous voyez, ça me rappelle la préparation, je ne sais pas, de la Coupe du Monde, je ne sais pas si c'est à l'Afrique du Sud, où on avait joué les matchs amicaux contre l'Allemagne, on l'a tutoyé.
Mais vous avez on a vu, dit, on va gagner la Coupe. nous sommes partis rêvant que non. Si on peut déjà tutoyer l'Allemagne, ça veut dire Exact. qu'on part remporter la Coupe du monde. Mais Grand on a frère, été... grand frère, qui se souvient de la participation du Cameroun à la Coupe des Nations 90? 90. Je crois qu'une équipe africaine nous avait battus. Si c'était Battus, Kinoa. si nous étions Sao, rentrés quand même, la cœur des gens. La Guinée-Bissau nous avait tapé. Nous sommes rentrés au premier tour. En 90 en Libye. Monsieur Boubangomna, un match de préparation, il y a forcément des choses qu'on recherche, surtout pour l'encadrement technique. Et je pense que Rigobert Song a dit quelque chose qui m'a particulièrement intéressé, en indiquant que un match de préparation est un match de préparation. Et le coach, ou du moins le manager général et son équipe avec, ont des choses qu'ils recherchent que forcément les autres n'y voient pas. Et à la suite de la sortie du Par président, exemple, sur 3-4, Samuel Eto'o a dit, moi je suis fier des gars. Parce que le tout, ce n'est pas le score que nous voyons, mais c'est d'abord le fighting spirit, l'idée justement de comment dire, cette solidarité entre les joueurs que nous avons perçus. Et moi je pense, pour finir, Boubangomna, il faudrait qu'on laisse Samuel Eto'o faire son travail. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui tire sur lui, bon, à tort ou à raison, je pense que quand on a quelqu'un qui maîtrise autant le monde des affaires, qui a été le footballeur de haut niveau, qu'on lui laisse les coudées franches pour qu'il mène cette équipe vraiment où nous sommes en train d'aller. Et il a bien dit que lui, il donne rendez-vous, je crois, le 19, je ne sais pas, décembre, voilà, le jour de la finale. Donc, espérons que les Lions vont nous surprendre d'ici mardi, parce qu'ils auront eu suffisamment de temps de se reposer. En tout cas, si on se réfère à la mise au point du responsable en charge de la communication sur les dispositions contractuelles entre le COC sportif et la Fédération camerounaise de football, les Lions devraient arborer le COC sportif 6 mois des résiliations du contrat. Donc, par ricochet, le débat sur All One Sport qui pourrait aller All Sport qui pourrait aller à la Coupe du Monde est clos. C'est le COC sportif qui sera peut-être au mois de novembre. Non. Est-ce que pour le moment, est-ce que le lobbying, la question que je pose, parce que vous êtes posé cette question, que fait le ministre des Sports, que font les responsables étatiques par rapport à cette affaire? La question, est-ce que la venue de Yannick Noah, qui a été reçu par le ministre des Sports, par le Premier ministre du gouvernement et par le directeur du cabinet civil, est-ce que ce lobbying est susceptible de renverser la tendance au profit de cet équipementier? Tout le monde a le droit de faire du lobbying. Ce n'est pas interdit par la loi au Cameroun. Vous pouvez vous battre autant que vous pouvez pour vos intérêts. Au Cameroun, ce n'est pas interdit. La seule chose qui n'a pas de sens au Cameroun, c'est d'estimer que votre co-contractant n'a pas le droit de résilier un contrat. Vraiment, je suis sur cette table à côté de 3 juristes, moi j'en suis pas un, j'estime que ils l'ont répété et donc je n'avais pas tort de dire que je ne comprends pas très bien le random que l'on fait autour de cette affaire. Donc je pense que nous irons, enfin ce qui est certain, c'est que nous irons à la Coupe du Monde. Et ce qui est clair aujourd'hui et de plus en plus affirmé, c'est que l'équipe nationale du Cameroun arborera les maillots One All Sport. Si cela se fait, et tel que les instances dirigeantes de la FECAFOOT le veulent bien, je pense que cela participe de ce que ces gens ont promis, de ce que ces gens-là gèrent au quotidien. Il faut que nous apprenions aussi à comprendre une chose. Quand quelqu'un est en poste, critiquez-le pour proposer des choses, mais arrêtons de le critiquer pour le tirer vers le bas. Vous là, le maître Achoudi, les joueurs vont gagner de l'argent. Vous pensez que si avec les sponsors qu'on a toujours, les sponsors locaux qu'on a là depuis des décennies, certains depuis 20 ans, si c'était grâce à eux, mais ils auraient déjà ces salaires. Sauf que ce n'est pas le cas. Vous pensez que Et attention, le football professionnel, c'est un métier. C'est toute une grosse industrie. Et avoir la chance, après, je pense que je suis toujours très surpris de voir que quand on dit Beckham en Grande-Bretagne, les Camerounais comprennent que c'est normal qu'il ait la place qu'il a. Platini en France, les Camerounais le comprennent, Beckenbauer ou des gens comme les Romario, les Cantona chez eux, ou tous ces gens dans leur pays. Mais quand il s'agit de donner au Cameroun, de reconnaître au Cameroun, mais attendez un peu. Mais quand vous avez
quand vous avez quelqu'un comme Eto'o-Fils dans votre pays, mais ce n'est pas simplement un gars qui poussait le ballon. C'est aussi quelqu'un qui a vu. Comment ça se passe? Comment ça se passe au plus haut niveau. Parce que au moment où il était au Barcelone, où il était à l'Inter ou à Chelsea, au Real, etc. Je ne sais pas s'il y a des équipes plus importantes que celle-là. Et cela veut dire que là où ça se fait le mieux sur la planète Terre, je ne suis pas en train de dire que ça se fait le mieux en Afrique, là où ça se fait le mieux sur la planète Terre, il a vu. Et ce qui me réconforte, c'est que je n'ai, sauf si ça m'a échappé, je n'ai entendu aucun de ses anciens coéquipiers contester sa façon de voir. Non. Parce que j'imagine que c'est ce qu'ils ont vu. Et ils pensent effectivement que c'est comme cela. Nous devons apprendre à respecter l'esprit des corporations. Nous devons apprendre à respecter les compétences, l'expertise des gens. Et le jour où nous allons commencer à respecter l'expertise et les compétences des gens, et en avoir pour seule attitude que de leur dire vous aurez peut-être pu faire comme ça, vous pouvez faire comme ça, et de leur faire des propositions, non d'être tout le temps en train de créer des polémiques inutiles, vous allez voir ce pays fera un bond énorme. Donc, je crois que le débat, tout au moins, vous les journalistes, aidez-nous un peu. Il faut clore ce débat et passer à la préparation de la Coupe du Monde. On ne peut pas se permettre 1 mois et demi, je crois. Ça se compte en semaine. À peine. Et on est plus dans les polémiques au lieu de faire ce qui s'est fait en 90. Moi, j'étais beaucoup plus jeune, mais je crois que des aînés comme Emmanuel, comme Maître Achou, eux, ils savent ce qui s'est passé. Le soutien sacré de tout le pays à ces gens-là. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le président peut-être parle moins, parce qu'en 90, il poussait peut-être 2-3 pions, mais aujourd'hui, il parle peut-être moins. Ça ne donne pas du tout aux gens de ne pas comprendre qu'il y a ce qu'on appelle des intérêts stratégiques de notre pays. Et la participation à la Coupe du Monde au Qatar, ce n'est pas seulement que nos joueurs à jouer, c'est pour nous des opportunités économiques, aller chercher des investisseurs, rencontrer des gens, gérer notre réseau diplomatique à travers le monde. Il faut donc que des débats aussi futiles et ce ramdam totalement inutile cessent pour que le pays avance. Et nous, 7 matchs, espérons et poussons pour que nous les jouions, que nous les gagnions. Hervé, Emmanuel, comment je pose cette question tout de go, est-ce que avoir les tractations qui se font à Yaoundé autour de cet équipementier, est-ce qu'on ne peut pas constater que l'État, le gouvernement est même divisé sur cette question? Autrement dit, l'État devrait quand même siffler la fin de la récréation en prenant une décision et donnant une direction à tout le monde. Je ne crois pas. C'est dommage que ce soit vos camarades du parti qui soient quand même aussi tous mes camarades autour de ce... On n'est pas au paradis. Ils sont tous du RDPC quand même, malheureusement. D'abord, je voudrais parler sous le contrôle de 2 éminents juristes qui sont ici. Le contrat entre la FECAFOOT et son équipementier, c'est un contrat privé. Oui. C'est un contrat privé et je pense que là, nous sommes dans une phase de trafic d'influence. Parce que voir tous ces déferlements, et ce trafic d'influence est de nature à constituer un trouble grave à l'ordre public. Je suis désolé que ce soit des amis qui se livrent à ce jeu. C'est triste parce qu'en fait, le Cameroun est ce que nous avons de très cher et nous devons mettre ça au-dessus de nous. Moi, je vais vous dire une chose. Allons dans l'absolu, et je prends là quelqu'un qui est devenu depuis longtemps un voyant. Je le connaissais, c'est un ami pour autre chose. Dieu donné son bas. Lui, il a déclaré, il est sûr et certain qu'on va jouer avec corps sportif. OK. Quand on a fini donc de jouer avec corps sportif, on a résolu quel problème? Puisque si la FECAFOOT ne veut plus de corps sportif, il n'y aura pas de corps sportif. Ça veut donc dire qu'ils veulent nous faire entrer dans un système où l'État va se mêler d'un contrat privé et voire même imposer. Donc on n'a plus besoin d'appel d'offres. Parce que ceux qui ont dépouillé cet appel d'offres, ils connaissent la Fédération de l'Intérieur, ils savent les avantages et les inconvénients d'une situation. Dernière chose, pour faire le lien avec notre très beau sujet de ce jour. Quand on vous élit pour réaliser une mission, qu'on vous laisse le temps de la réaliser. Cette espèce de culture de gouvernement par référendum, où tous les matins, vous devez consulter tous les marabouts du Cameroun, 25 millions de coachs et 50 millions de présidents de la FECAFOOT pour prendre une décision. Mais à ce rythme-là, ça ne sert à rien de faire des élections. Tout le monde, le matin, on décide, est-ce qu'on prend corps sportif? Alors on constate que toute une région, disons par exemple, c'est pas le cas, hein, le Nord-Ouest vote pour One All Sport. Et puis on découvre que toute la ville de Bafoussam
à voter pour le coq sportif parce qu'on élève les coqs. Hein? Non, soyons sérieux. Tout cela ne participe pas à la considération que les autres ont de nous à l'extérieur et nous devons faire très attention. Et c'est pour ça que j'ai été très heureux dans cette émission parce que nous parlons de ce qui est supérieur et qui doit nous réunifier, que ce soit dans les affaires, dans nos postures. Vous comprenez? Il faut qu'on nous prenne au sérieux. Votre jeune frère, d'ailleurs, Nguimatol, vous salue. Il dit que c'est une très belle émission. Clément Nguimatol, président des appelés du très belle émission. C'est le Cameroun de la Il vous félicite. Merci également. Alors, sur cette affaire qui reste encore au niveau du tribunal de Nanterre à Paris, c'est pas encore, le verdict n'a pas encore été rendu. La FECAFOOT dit n'être pas en accord avec un arrangement à l'amiable, pendant que de l'autre côté, on nous signale qu'il y a un arrangement. Comment est-ce que ça peut finir, cette affaire? Arrangement à l'amiable, pas d'arrangement à l'amiable. Et qu'est-ce qui va se passer sur le plan juridique? S'il y a arrangement à l'amiable, les deux parties doivent apposer leur signature. Si l'une des parties dit qu'elle n'est pas d'accord, qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Il ne peut donc pas avoir arrangement à l'amiable. Et que le tribunal se prononce et sera appliqué. Le tribunal dira le droit. Mais le tribunal de Nanterre n'est pas compétent sur le nouveau contrat maître. J'ai dit que le tribunal de Nanterre dira le droit pour ce qui lui a été saisi. La raison pour laquelle a été saisi. Voilà. Donc, on ne peut pas imposer un arrangement à l'amiable à quelqu'un qui n'en veut pas. Donc, si la FECAFOOT décide de signer un nouveau contrat, on ne peut pas empêcher la FECAFOOT de signer. Mais la FECAFOOT va payer la note quand même, hein, en cas de condamnation. Elle a payé les entraîneurs. Si jamais. Elle a payé les entraîneurs. On est dans des supputations aussi. Mais la personne qui succombe doit payer, non? Si vous succombez au procès, vous payez. Mais attendons le verdict. Est-ce que le corps sportif était vraiment dans son bon droit? Est-ce que le corps sportif est sûr que la FECAFOOT n'avait pas raison de se plaindre et de chercher ailleurs? Est-ce que du temps que le corps sportif, la fédération était bien gérée, les joueurs étaient... Mais voilà un simple exemple. Quelqu'un d'autre arrive et tout de suite on voit des avantages. Tout le monde est à l'aise. Les arbitres, les joueurs de première division, jusqu'aux femmes. Jusqu'à l'ancienne fédération payait les journalistes, par contre. S'il vous plaît, on ne va pas ouvrir ce débat ici sur cette question. Oui. Sur le point de savoir si l'État pouvait être contraint de la FECAFOOT. Vous savez que la FIFA est très très claire. L'État ne doit pas intervenir dans la gestion, ne doit pas s'ingérer, n'est-ce pas, de la gestion. L'émission dans les affaires de football. Alors, in fine, on se prépare quand même avec cette querelle autour de l'équipementier, mais il ne faut pas perdre l'objectif. Une mauvaise préparation peut entraîner également une mauvaise participation. Absolument. Bien entendu, Boban Gomla, mais je dirais, pour donner suite à la question que vous posez, que je suis surpris de la démarche incohérente de coach sportif. Vous ne pouvez pas entrer une fédération en justice, vous engagez la voie de la conciliation, vous ouvrez les supports diplomatiques. Politique. Mais c'est extrêmement compliqué cela. C'est une démarche atypique qui me pousse à la réflexion. Regardez aujourd'hui, ils sont allés au ministère des Sports. Ils ont trouvé qui? Juriste. Moi, les combis, professeur. C'est un juriste. Ils vont à la primature, ils retrouvent un autre juriste. Docteur. Ils vont à la présidence, ils retrouvent un légaliste. Voilà. Mais vous verrez qu'il y aura la victoire du sport sur les supports diplomatiques. Et je vais vous dire, Boban Gomla, on peut ne pas aimer le guépard, mais reconnaissons qu'il coûte très vite. Vous savez, Samuel Eto'o fait aujourd'hui ce que j'ai... Non, c'est lui le guépard. Oui, Samuel Eto'o fait aujourd'hui ce que j'ai appelé de la sorcellerie positive à la FECAFOOT. Il nous donne l'impression que avant lui, c'est comme s'il n'avait pas hésité le président, il fallait en créer un. Je crois que laissons les coups de franche à cet enfant, il fera du bien au Cameroun. Merci, cher monsieur. C'est malheureusement terminé. Le temps passe très vite. Quand c'est sérieux, c'est court. Et quand il y a les aboyeurs, c'est long. Les autres sont très d'accord et vous salue d'ailleurs Raphaël Abouem, que vous connaissez très bien. Le bon industriel. Voilà. Mais excusez-moi, parce qu'il ne faut pas qu'on sorte un malentendu. Pourquoi vous appelez
Dominique Yambe, philosophe, parce que c'est un industriel. C'est un économiste. Ok. C'est un spécialiste de l'énergie, il n'est pas spécialiste. Ok, d'accord. Merci à toute la grosse équipe qui nous accompagne. La rediffusion, la première, ce sera ce soir à 23h. La seconde, 23h30 quand il sera lundi. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition de Canal Presse. Et surtout, ne l'oubliez jamais, quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Bien bonjour.